Et bonjour, Drijoka, comment Bonjour, allez-vous? très bien. On était en pleine discussion. Ok, Ouais, mince. très, très bien. Très Bah, bien. ça me fait super plaisir de vous avoir, que vous ayez pris le temps de venir discuter ici. Ce que je disais à mon chat, c'est que ça va peut-être être une redite de beaucoup de sujets aujourd'hui. Mais bah voilà, il y a des jeunes qui s'intéressent à l'e-sport tous les ans. J'ai été bombardée de messages ces dernières semaines pour avoir des informations sur l'écosystème. Donc je suis très contente d'en parler avec vous, puisque si je vous ai choisi comme guest en soi, c'est que vous avez fait tellement de choses dans l'e-sport que je pense que vous pouvez parler justement de beaucoup d'expériences. Drijoka, alors si on devait résumer, tu as été chef de projet, tu as été responsable éditorial, tu as été directeur commercial, grand créateur du tribunal de l'e-sport qui manque à tout le monde d'ailleurs Mm. aujourd'hui. À tout le Euh, monde, je sais pas, mais à quelques personnes. Ouais. qui Ouais. me manque beaucoup, en tout cas, vraiment. Les émissions drama comme ça, c'est quelque chose que j'adorais. Et Duke, bah alors de l'autre côté, toi, tu as été project coordinateur chez Ubisoft. Pour ceux qui ne le savent pas, c'était un peu ton premier boulot dans le gaming. Tu as ensuite passé caster chez OGaming, coach du PSG, de Splice, de Vitality. Récemment, tu es revenu caster chez OTP. Donc voilà, vous êtes deux personnes qui avaient quand même pas mal voyagé dans l'écosystème. Première question pour toi, Drijoka. Quand est-ce que tu as commencé dans l'e-sport et qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer dans cet écosystème? Euh, je sais que je me pose souvent la question. Je crois que j'ai pas vraiment la date précise en fait. Je crois que c'était 2007, un truc comme D'accord. ça. Moi, j'ai commencé. Alors, tu vois, t'en as même pas parlé. J'ai commencé chez AA. En fait, je jouais à World of Warcraft. Pour la petite histoire, j'avais un petit niveau sur World of Warcraft. On va dire, ce serait sur LoL. Je passe les poules en LAN, quoi. Tu vois, guère plus. Et en fait, on cherchait une équipe parce que j'avais des mecs qui étaient très très forts qui jouaient avec moi et il y avait une compète en Suède, je crois. Et donc on a contacté AA et très vite en fait, je me suis mis à écrire des articles sur AA parce que je me suis vite rendu compte que j'étais pas le meilleur joueur et puis j'avais envie d'aider mes potes et c'était un peu le deal quoi. C'est AA nous avait dit je prends les joueurs, je vous envoie en compète, mais il faut que j'ai du contenu. Tu vois, c'était déjà un peu ça à D'accord. l'époque. Et donc du coup, c'est moi qui écrivais et j'écrivais plus de 300 articles par an. Donc c'est beaucoup à l'époque, alors que je taffais à côté. Enfin, non, j'étais à la fac, je crois. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Ah, c'est ouf. Ah oui, d'accord, donc je savais pas que tu avais un passif de pro player avant tout ça. Ouais, Vraiment. calme-toi, j'étais pas non plus ouf. Non, mais j'étais pas mauvais, ouais, je sais pas, je dis que je passais les LAN, oui, j'étais top 15 sur World of Warcraft en France, Ok. quoi. Je sais pas, ou top 20, c'était pas foufou non plus, quoi. Et Voilà. Duke, toi de ton côté, comment est-ce que t'es tombé dans tout ça? Parce que je sais qu'on a un petit peu le même passif, hein, si tu veux en parler. On s'est croisés chez Millennium en tant que rédacteur bénévole. D'ailleurs, c'était Drijoka, un de mes supérieurs à cette époque-là, quand j'étais rédactrice bénévole chez Millennium. C'est Donc ça. toi, pour moi, les premières fois où on a entendu parler de Duke Esports, c'était chez Millennium en tant que rédacteur. Est-ce que je me trompe? Ah, mais c'est ça, j'ai bossé techniquement aussi pour Drijo au départ. C'était surtout Iris à l'époque avec Ouais. qui je bossais. Mais effectivement, j'ai commencé un peu par hasard à écrire des articles sur LoL parce que je faisais un stage de fin d'études en République dominicaine et que j'avais pas assez d'internet pour jouer à LoL. Du coup, je m'emmerdais un peu. Et du coup, je m'étais mis à écrire des articles sur Millennium. Alors, j'en écrivais clairement pas 300 par an. J'écrivais plutôt des genres de dossiers une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Et voilà, effectivement, j'ai fait ça pendant 6 mois et après, j'ai un peu fait le tour de mon côté. J'ai vu par hasard aussi une appel à candidature chez OGaming pour être caster Ouais. et j'ai candidaté, voilà, et ça s'est fait, ça a commencé à se faire comme ça, quoi. Ok. Donc de rédacteur à caster, comment est-ce que t'es passé de l'un à l'autre? Est-ce que t'avais envie d'être caster? Parce que tu me dis à la base que t'as commencé à écrire des articles juste parce que t'avais pas assez de connexion internet. Donc j'imagine qu'à la base c'était pas une ambition de ta part de se dire waouh, je veux travailler dans l'e-sport, ça a l'air trop cool. Ah non, du tout, moi je pensais même pas du tout que c'était même possible, hein. Moi j'étais j'avais mon diplôme d'école d'ingé en finance, j'étais parti pour faire peut-être de la finance, mais j'en étais pas trop sûr parce que j'étais déjà un peu vacciné après mes premiers stages et je pensais bosser peut-être dans le jeu vidéo. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait après, hein, parce que je suis entré chez Ubisoft après. Mais non, bah à ce moment-là, c'était vraiment pour le fun, hein. Je créais des articles parce que ça m'amusait et je voulais être commentateur dans le sens où c'est un peu une autre facette du même type de plaisir qui était en fait de vivre au travers de la communauté e-sport LoL Mhm. et de m'impliquer un peu dedans, tout en rentrant dans le délire un peu au gaming qui me faisait marrer depuis longtemps parce que je suivais Ponfétude à l'époque sur StarCraft
Et voilà, mais c'est un peu par hasard. Et même tout le temps où j'étais commentateur la première année, je faisais ça le soir, mais le reste du temps, je bossais chez Ubi pendant la journée. Ouais, c'est un truc, je pense qui est important pour tous les gens qui regardent sur le chat aujourd'hui, c'est que, avant de faire de l'e-sport à plein temps, je pense que beaucoup d'entre nous ont fait ça à côté d'un job qu'ils avaient en parallèle, j'imagine, et c'est un truc qui est super important aujourd'hui parce que quand j'entends, comment est-ce que tu fais pour être analyste e-sport, pour être journaliste e-sport et cetera? Non, c'est juste enfin, c'est beaucoup d'études que tu dois faire et en marge de ça, tu t'intéresses un petit peu à l'e-sport. Drijo, pour le coup, toi, comme j'ai dit, hein, je t'ai rencontré, tu étais plutôt du côté managérial de Millennium. Mm. C'était Iris qui s'occupait de nous, mais t'étais pas loin. T'en as beaucoup vu des bénévoles, du coup, j'imagine. Est-ce qu'il y avait des Ouais. critères de sélection qui étaient spécifiques? Qu'est-ce qui faisait un bon bénévole à l'époque pour écrire? Est-ce que tu peux parler un peu de ça? Euh... Qu'est-ce qu'il faisait un Bah bon ouais, bénévole? Bah déjà, c'était un mec qui était dispo, qui écrivait des articles sans faire des fautes d'orthographe. Ça, déjà, oui, c'était déjà beaucoup demandé à beaucoup de gens. Moi, j'ai été bénévole aussi. C'est pour ça, tu sais, il y a des fois des gens qui ont des a priori sur le bénévolat dans l'e-sport. Moi, j'ai été bénévole pendant presque 10 ans, je crois, dans l'e-sport. Ou peut-être un peu moins. Et bah, déjà, c'est quelqu'un qui doit être passionné, c'est quelqu'un qui c'est jamais des gens à qui on demandait un rythme, tu vois, ils écrivaient sur ce qu'ils avaient envie et quand ils avaient envie, tu vois. Et mmh, il fallait après, bon alors moi sur mon secteur, c'était rédactionnel, donc il fallait des gens qui savent bien écrire et qui savent bien s'exprimer, construire des articles, etc. C'est pas les mêmes qualités pour un bénévole qui est en LAN à la Gamers Assembly ou ce genre de choses. Ouais. ouais, Mais il y a un truc que j'ai vu passer sur le chat qui disait putain le monde est vas-y. petit. Et ouais, le monde est hyper petit dans ce milieu-là. Et en fait, tu te rends compte que des gens, moi aujourd'hui dans mon boulot, des fois je parle avec une agence d'un mec qui a un gros budget et puis que je connais qu'en fait était rédacteur à l'époque, tu vois, il y a 10 ans de ça chez AA. Et où on était toujours bénévole. Donc c'est un milieu où quand tu t'embrouilles avec les gens, très très souvent il y a des conséquences quoi, et qui peuvent Oui, durer très très longtemps. Ouais. oui. Oui, je pense que c'est un truc qui est important dans beaucoup d'écosystèmes, mais oui, effectivement, vu que l'e-sport est en construction, une personne avec qui tu et je le sais objectivement, hein, d'une personne avec qui tu te prends la tête, il y a 5 ans, c'est des choses qui peuvent traîner par la suite. Mm. Mais, une question qui ressort souvent, je trouve, c'est plutôt par rapport aux compétences qui sont requises pour faire plusieurs métiers, dans l'e-sport justement. Je pense qu'on va surtout parler du coaching ensemble, Duke, parce que pareil, c'est des demandes que j'ai souvent. Quand tu as été recruté en tant que coach, tu as été recruté sur quelle base? Et qu'est-ce que tu as appris vraiment sur le tas? Parce qu'il y a encore une fois, il y a pas vraiment d'études pour faire ce genre de choses, donc tu apprends beaucoup de choses, avec l'expérience. Mais voilà, quand tu as été recruté chez le PSG, puisque c'était ta première expé, c'était sur quelle base et comment ça s'est fait? C'est fait un peu par hasard, hein, comme tous les boulots dans l'e-sport, mais je pense que quand je suis arrivé chez Gaming, moi enfin, que ce soit dans mes articles ou dans mon cas, j'ai toujours été plutôt porté sur l'aspect technique du jeu. Et, et je m'étais fait un peu une image là-dessus. Et par hasard, en fait, j'étais rencontré en contact avec un certain monsieur Brodowski, que certains d'entre vous doivent connaître, Salut euh, Sacha. et, et, euh, et qui m'avait mis en contact avec Bora à l'époque, au début du projet PSG. Et ensuite, c'est une longue série d'entretiens que Bora devait faire avec, j'imagine, tous les candidats. Et, euh, et au bout d'un moment, il m'a dit qu'il me prenait. J'étais tout à fait sur le cul sur le moment. Mais c'est comme ça que ça s'est fait. Alors quelles compétences j'avais? J'avais une connaissance de jeu suffisamment bonne pour avoir l'air bon en casse, mais la réalité c'est que j'en avais une relativement faible. Mais je pense que de toute façon, en vrai, je pense pas qu'il y avait beaucoup de coachs qui avaient une réelle connaissance de jeu à l'époque. Le jeu déjà à l'époque était tellement amateur rétrospectivement que c'était pas trop ça. J'avais de l'expérience de management un petit peu. En fait, j'ai presque plus d'expérience de la vraie vie, plus que d'autres candidats. Je pense que c'était le plus important, tout en ayant un vernis de connaissance de jeu suffisant pour pouvoir parler à un joueur. Je pense qu'on en était là, je pense, à l'époque. Ce qui, je pense, par contre, est plus suffisant à l'heure actuelle hein, pour être coach en. Alors, à l'époque, c'était en Challenger Series, donc je dirais l'équivalent, c'est la LFL, quoi. Ouais. Donc, ça reste donc la LFL, il y a quand même un autre, c'est des niveaux différents du LEC, mais je pense quand même, mais je pense que pour être un coach OK en LFL, il faut quand même maintenant avoir une meilleure connaissance du jeu que je l'avais à l'époque. Et voilà.
Ouais, c'est des métiers sur lesquels on reviendra vraiment, genre c'est tout ce qui est hyper spécifique à la performance en soi et au broadcast. Je pense à caster, je pense à ce que moi je peux faire aujourd'hui, coach, analyste, ce genre de choses. C'est des métiers, je trouve, qui sont un peu à part par rapport à ce que toi tu as pu faire potentiellement, Drijoka, en tant que chef de projet et toutes les expériences que tu as eues. Duke a dit un truc que je trouve vraiment assez intéressant, c'est, qu'il avait une expérience de la vraie vie entre guillemets. C'est quelque chose que tu as ressenti aussi dans tes, premiers recrutements et dans l'expérience que tu as pu avoir? Ouais, parce que alors, ce que vous disiez tout à l'heure en mode, j'ai jamais pensé travailler dans l'e-sport, moi c'était le Mmh. cas, hein. Je suis rentré dans ce milieu-là, j'avais 27 ans, tu vois? J'avais déjà eu 2 vies professionnelles, avant puisque j'avais fait des études de biochimie, donc rien à voir. Oui. J'avais monté une MJC parce qu'à côté de j'aimais bien tout ce qui était animation, éducation, et cetera, donc j'avais monté une MJC pendant 3 ans. J'avais passé un diplôme. Et après j'étais restaurateur, tu vois? Et j'ai arrêté d'être restaurateur pour aller bosser dans l'e-sport, donc rien à voir. OK. J'avais une pizzeria à Bordeaux, où sont venus manger d'ailleurs Skyheart, Soz et cetera, parce que toute la période où j'étais chez AA, j'étais restaurateur en même temps. Hem, le alors je sais plus ce que c'était ta question. C'était oui, donc je pensais Oui. jamais travailler dans l'e-sport, ça c'est vrai. Et effectivement, ce que tu dis, c'est vrai. Ces métiers, alors dans l'e-sport, tu as tout un tas de métiers, toute une range de métiers. Et plus les métiers sont proches de la lumière, j'entends. Alors, je vais élargir e-sport gaming. C'est-à-dire analyste, coach, ça peut être aussi agent d'un talent comme toi, alors, enfin tous ces métiers-là qui sont très proches de la lumière sont très particuliers et très spécifiques à l'e-sport et j'aurais beaucoup de mal à expliquer quel genre de formation on peut faire pour y accéder et ni même quel type de parcours parce que j'ai l'impression que encore aujourd'hui c'est un peu pas à la chance mais à l'opportunité et au relationnel qu'on y accède. Et après plus tu Mmh. t'éloignes de la lumière, plus tu rentres dans le marketing, le design, enfin des choses très, très variées, la production et cetera. Plus c'est facile, d'identifier une voie, peut-être scolaire ou en tout cas, Ouais. académique, d'accès à ces métiers-là, quoi. Je sais pas ce que tu en penses toi, moi je vois le truc comme ça, quoi. Ouais, complètement, complètement et bah, c'est aussi une partie de la discussion que je voulais qu'on ait, hein, par rapport à Duke, surtout lui en tant que coach parce que moi, c'est un petit peu plus simple, tu vois? Genre j'ai fait des études de journalisme et je sais que mes études de journalisme m'ont aidé à faire le métier que je fais aujourd'hui, et voi je savais que l'e-sport m'intéressait, mais j'ai fait ma spécialisation journalistique avant de me dire: «Tiens, je vais faire de l'e-sport de cette spécialisation journalistique» et c'est quelque chose que j'aimerais que les gens écoutent et entendent aujourd'hui, c'est que on ne devient pas journaliste e-sport, on devient journaliste et on se spécialise dans l'e-sport. De la même manière que, de la même manière que tout ce qui est lié à l'événementiel de l'e-sport, on ne devient pas, live producteur e-sport. Voilà, Carnage, il c'est exactement ce qu'il fait, mais on ne devient pas live producteur e-sport. On apprend à être live prod sur d'autres, productions et on se spécialise dans l'e-sport. Ce qui est quelque chose qui est pas du tout le cas pour des métiers de coach, par exemple, mais comme tu le disais, hein, je trouve que enfin, le métier de coach, je pense à coach, analyste et toutes les personnes qui vont encadrer les joueurs, c'est un peu sombre, hein, comme tu le disais, Duke, hein. Je pense que c'est à la réputation, c'est à des discussions qui se font en coulisses. Mais tu dois en avoir des personnes aujourd'hui qui veulent devenir coach d'équipe e-sport. Donc tu dirais que dans l'expérience que tu as eue, quelles sont les compétences qui sont les plus mises en avant, selon toi, pour faire le métier de coach? Et ensuite, on parlera peut-être d'analyste et ces autres corps de métier à côté. Mais voilà, en tant que coach, parce qu'encore une fois, tu as pas d'études, qu'est-ce qui fait un bon coach selon toi? Et après, on parlera peut-être des études qui peuvent être associées. Alors c'est juste qu'il y a 2 questions quand même. Il y a Ouais. qu'est-ce qui fait quelles sont les compétences pour être un bon coach et quelles sont les compétences pour être engagé en tant que coach? Donc c'est un peu différent. Oui. Parce que je pense qu'on est dans une situation à l'heure actuelle, je vois le message de Odo dans le chat, Oui, hi mais, Odo! mais, en fait, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a toujours un problème avec le boulot de coach, c'est-à-dire que tu es engagé en tant que coach par les seules personnes qui peuvent engager les coachs, qui sont généralement soit les general managers, soit les owners d'équipes. C'est vrai pour toutes les équipes. Et en général, ce sont des gens qui n'ont pas les compétences pour évaluer les compétences d'un coach. Parce que c'est pas des gens généralement qui connaissent le jeu, ni le coaching d'ailleurs de manière générale, que ce soit du coaching de ligue ou ailleurs. Et donc, ça se fait beaucoup à la réputation, à vrai dire, ou alors aux rumeurs ou ce que les gens vont pouvoir dire de toi. Les joueurs quand même.
dans le mesure du possible, on va partir du principe qu'ils suivent pas trop Reddit, même si je pense que c'est le cas assez souvent. Mais disons au moins ce que disent tes anciens joueurs sur toi, ce genre de choses. Donc je dirais que le plus important pour se faire engager en tant que coach, si je devais donner un conseil, c'est justement de bien fait que ce soit bien passé avec tes joueurs avant, que tu leur aies apporté quelque chose. Et parce que le meilleur moyen de progresser en tant que coach, c'est que tes anciens joueurs qui ont percé, parce que parce que les joueurs eux vont percer plus facilement d'une certaine manière, parce que leurs compétences sont évidentes et sont jugées par des gens qui connaissent leurs compétences, c'est-à-dire d'autres coachs. Et donc des joueurs vont percer et ensuite au travers de ces joueurs éventuellement tu vas pouvoir monter. Ça, je dirais que c'est la façon la plus facile de monter. Et après ça va être, je dirais que malheureusement l'autre façon la plus facile de monter, c'est faire parler de toi. C'est-à-dire que je pense que Twitter est la meilleure arme et le meilleur CV d'un coach à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il faut parler, il faut beaucoup te mettre en avant. Ce qui moi me fatigue beaucoup d'ailleurs dans ce boulot. Il faut beaucoup te mettre en avant pour avoir de la visibilité et qu'en fait les gens pensent que tu es bon plutôt que certaines personnes le sachent. D'accord. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite après c'est ma question, c'est comment se faire engager en tant que coach. Donc je dirais première réponse sur se faire engager en tant que coach, donc passer au travers des joueurs et bosser sur son image publique. Et au-delà de ça, pour moi, quelles sont les vraies compétences d'un coach? À vrai dire, ça dépend aussi de comment est-ce qu'on définit le boulot de coach dans League of Legends Oui, voilà. même maintenant, je me repose toujours des questions sur ce sujet parce que il y a autant de manières de coacher qu'il y a de coachs et qu'il y a de joueurs. Et ça dépend beaucoup aussi de quel type de joueur on a en face de soi et quelle définition on accepte de l'état, enfin quelle actuelle définition on accepte des joueurs pro de LoL. Est-ce que c'est des athlètes? Est-ce que c'est des joueurs de jeux vidéo professionnels qui sont payés pour jouer? Est-ce que c'est des enfants qui jouent à LoL? Donc voilà, suivant les différentes définitions, il faut différents coachs. Mais je dirais que les compétences principales, d'abord, c'est la résilience nerveuse. C'est des carrières très intenses, c'est un boulot très intense nerveusement, c'est très fatigant, très exposé. Surtout en LEC, particulièrement en LEC, je pense. Surtout un LEC, effectivement. Bah, c'est Macron, je crois, qui avait sorti ça là, il y a 2 semaines, où il disait que pour lui, les pires boulots, c'était, alors peut-être que je me plante de citation, mais c'était coach de l'équipe de France et président de la République, parce que tu as 60 millions de personnes qui pensent mieux faire ton job que toi. Et bah, c'est un peu pareil pour un coach de LoL. Donc beaucoup de résilience. Ensuite, j'irais de la capacité de travail en deuxième, capacité d'analyse et de manière générale un certain leadership. On peut parler de charisme suivant la façon qu'on a de définir le charisme, mais en tout cas la capacité de s'imposer au sein d'un groupe, d'imposer tes idées, d'être droit dans ses bottes et voilà. Ouais, je suis La assez. connaissance de jeu après bien sûr, mais la connaissance de jeu vient Oui. avec. Pour moi, c'est un peu une condition nécessaire, mais pas forcément suffisante. Et même si je pense qu'elle est finalement assez peu répandue, notamment dans les coachings occidentaux. Ouais, pour faire écho à ce que tu disais, c'est un peu ce que Odo disait dans sa réponse, parce que je lui ai demandé, hein, du coup, dans le chat, et il dit que c'est être capable de changer son approche de coaching en fonction des individus que tu as en face de toi, parce que forcément tout le monde ne marchera pas de la même manière, et c'est le problème, hein, d'essayer de faire fonctionner un collectif de cette manière-là. Drijo, pour le coup, dans les métiers qui sont un petit peu plus, comme on l'a dit, cachés derrière le rideau de l'e-sport, tu as l'impression qu'il y a aussi ce genre de choses qui rentrent en compte. J'ai pas envie de dire copinage parce que pour moi c'est pas du copinage, mais voilà, qu'il y aura une différence entre les compétences théoriques que tu dois avoir et finalement les compétences que tu utilises au day-to-day. Alors pour parler de réseau, plus de copinage, plus que de Oui, voilà, copinage, merci. j'aurais pu dire copinage aussi. Oui, c'est le mauvais mot en soi. Je pense en fait que c'est toujours, tu plus besoin de réseau quand tu es plus proche de la lumière, tu vois? Quand tu es vraiment sur Ouais. le coaching staff, manager général, et cetera, que sur des métiers, derrière. Heu, Tu vois, pour reprendre coach, c'est hyper compliqué. Tu as aussi, tout ce qui est gestion de groupe, tu vois? Et ton groupe, il est différent, à chaque split, ça se trouve, tu changes un joueur, ça change complètement la dynamique du groupe. Donc c'est très, la matière que tu travailles, elle est très mouvante, enfin, c'est des métiers qui sont très, très compliqués et qui sont très, comment dire? J'allais dire risqués, mais il y a un peu de ça quand même. Tu es sur la sellette, quoi Ah, c'est volatile, ouais, clairement. et en plus,
tu es soumis à l'aléa sportif, et cetera. Donc, c'est des métiers, que je pense pas d'ailleurs que tu puisses faire 15 ans, quoi, tu vois? Tu finis, avec un ulcère à l'estomac, je pense, coach en LEC 15, Tu 15 années de finis chauve senior. et fou. C'est ça, exactement. Donc, et tu vois, je pense que c'est un peu pareil, sur du management, de talent, tu vois? OK. Vraiment, je te parle, on va parler de quoi? Ah, De j'aimerais bien qu'on parle vraiment, des agents, tiens, si parce qu'il y a il y ouais, a il y a un ben, gros sujet à ouvrir alors, là-dessus, pour le coup. agent, alors tu as 2 termes. Alors nous, on n'utilise pas trop le mot agent dans la OK. boîte parce que ça, mais bon, il y a un peu de ça. Agent, en tout cas on va dire, vraiment gestionnaire de talent day to day, gérer, tous les deals d'un talent, et cetera. C'est aussi, très, tu as aussi beaucoup de pression parce que les gens avec qui tu travailles, moi ça peut être, Solary, peu importe, Magla, Jill, peu importe les gens avec qui tu travailles, tu as aussi de la ils ont envie de faire des trucs, faut que tu trouves des problèmes à leurs solutions. C'est aussi, c'est pas du tout malsain, hein, tu vois? Mais, tu as aussi une pression du résultat et ça peut être assez, pressurisant. Hem, donc, après les qualités, tu vois, quand tu t'éloignes un peu de cette sphère-là, donc, sur les boulots chez nous qui sont des boulots de marketing, des boulots commerciaux, des boulots, de design, des boulots de production, des boulots, enfin tous ces tafs-là. Mmh. Alors pour bosser dans l'e-sport, tu as besoin d'être passionné parce que très souvent, surtout dans un milieu qui bouge beaucoup comme ça, faut taffer le week-end, faut taffer le soir, faut taffer la nuit, enfin tu as des horaires qui sont pas très fixes. Tu es tout le temps, challengé à faire de la nouveauté, tu vois? Carnage, je suis sûr que, alors moins en LEC où c'est assez formalisé, mais, on C'est parlait de pareil en quelques, LEC, ouais, honnêtement. voilà, Ouais, ouais, ça vous le ça voyez change pas, tous mais les c'est vraiment jours, tu pareil. vois? Ouais, Les ouais. setups, changent tous les jours, donc faut tout le temps, et c'est pareil, tu vois? Quand tu es commercial dans l'e-sport, tu parles pas à Justin Bridou, de la même manière dont tu parles à Logitech, donc c'est complètement différent. Faut être très, très agile, mentalement pour, jump D'accord. d'un sujet à l'autre. Après, niveau compétences, nous, des gens qu'on recrute sur ces métiers-là, c'est des gens, heu, alors là, j'ai parlé des compétences humaines, mais après sur les compétences professionnelles qu'ils ont appris en cours et à l'école, c'est des cursus très classiques, tu vois? Quand on cherche Bah, quelqu'un, pour faire du marketing, bah, dans les CV, on trie déjà tous les gens qui sortent d'école de marketing, quoi, tu vois? On va pas chercher quelqu'un qui a fait, je sais pas, de la psychologie du sport ou qui aurait aucune des compétences, tu vois, Photoshop, et cetera, dont on a besoin sur OK. la mission, sur laquelle on cherche, quoi. Donc, toi, par exemple, avec le Watt Social Group que vous avez aujourd'hui, si demain il y a Mini Drijoka avec son diplôme de l'université de Bordeaux, pardon, en biochimie et biologie Mmh. moléculaire qui se pointe et qui dit: «Waouh, je suis super passionné, prenez-moi en stage», tu le prends pas? C'est compliqué. C'est OK. plus compliqué qu'avant. Après, Mini Drijo, il aurait pas débarqué comme ça, en fait, la situation qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, pour une simple annonce de, je dis pas de bêtises, c'était pas un stage, c'était un apprentissage, on a eu 400-600 réponses, je crois, en une Oui. semaine, tu vois? C'est colossal et tous les jours, on reçoit des mails, de gens, bon, voilà, qui très certainement tout à fait valables, et des candidatures spontanées, on en reçoit tous les jours, 2-3 fois par jour. Donc il y a vraiment, quand on dit qu'il y a peu de place et beaucoup de gens qui veulent y bosser, c'est pas une image, c'est vraiment le cas, quoi. Et Émilie Drigeot, oui, déjà, si tu vois qu'il y a encore de la place pour des profils, qui, en fait, il y a toujours de l'accès. Je vais te prendre par exemple le graphiste de Solary, Mmh. François, je sais pas si vous voyez qui c'est, Oui. qui est, quelqu'un de jeune, de très, très doué vraiment, qui fait toute la DA de Solary. Quand il a été recruté chez Solary, il avait 18 ans et il faisait les vignettes de Kailan, sur YouTube, quoi, tu vois? Donc, c'est pour ça qu'il faut pas, sous-estimer un peu. Tu en as souvent comme ça, les talents qui cherchent des gens pour leur faire, des émotes sur le chat Twitch ou des vignettes YouTube. Cette voix encore fonctionne encore, tu vois? Pour les gens qui sont très motivés et qui sont très doués, je sais que la plupart des gens qui bossent, avec Kamel, par exemple, ont un peu ces parcours-là, un peu ont été trouvés, de manière communautaire et de manière un peu informelle.
Donc il y a toujours de la place, tu vois, par quelqu'un qui serait, je sais pas, bénévole à la GA et qui finirait en production à l'ESL. Il y a toujours ces voies-là, hein, qui sont Oui. toujours effectives, hein. Mmh. Moi, je trouve que alors on reviendra sur ce sujet un petit peu parce que j'ai une question, à poser à Duc. Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur le rythme que ça impose, l'e-sport justement, tu pas d'horaire, tu pas de week-end. L'année, scolaire, on va dire, elle existe pas, vraiment. Genre et dans l'e-sport, je trouve que tu ne comptes pas tes heures. Duc, par rapport au coaching, quelle expérience enfin, qu'est-ce que tu peux nous dire justement du rythme que tu as? Est-ce que c'est compliqué d'avoir une vie à côté? Est-ce que, enfin, comment est-ce que c'est quelque chose que comment tu l'as vécu toi justement, ton expérience de coach en termes de rythme, toute l'année et d'intensité? Parce qu'on dit souvent qu'il faut être passionné, mais je trouve que justement voilà, dans les heures que tu fais, c'est là que tu t'en rends compte surtout. Oui, 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 c'est sûr que, faut beaucoup bosser, mais après je pense que comme dans beaucoup de boulot. Ouais. Après, en fait, le problème de boulot de coach, c'est surtout que, techniquement tu peux ne jamais t'arrêter de bosser. C'est-à-dire que par exemple une draft que tu dois faire chaque semaine, tu peux bosser toute la semaine sur ta draft, tu auras pas fini en fait. Donc si vraiment tu veux bosser jusqu'à 4 heures du mat, sur ta draft, tu peux. Après, moi plus j'avançais, plus je réalisais que un des trucs les plus durs en tant que coach, c'est de tenir le rythme et que justement réussir à bien compartimenter le boulot et la vie normale en dehors était important pour pouvoir tenir sur un split, sur une saison. C'est comme disait Drijo, tu fais pas ça 15 ans. Moi déjà au bout de 5, je suis un peu carbonisé, donc là je prends des vacances, mais j'en ai fait des saisons complètes et il y a des moments, il faut vraiment savoir il faut pas tout rush au début, sinon t'exploses. Et du coup, moi, je faisais bien gaffe quand même de me garder du temps à côté. Mmh. Euh, Après, l'autre problème, c'est que moi, j'étais que en LEC, donc, enfin, non, pas avec le PSG, mais qu'il est déjà à Berlin. Donc moi, j'étais qu'à Berlin. Donc ça, c'est juste personnellement, moi, c'était un problème dans le sens où j'ai ma famille, mes amis à Paris, quoi. T'inquiète, on connaît. Euh, et voilà et que tu fréquentes aussi du coup et du coup c'était un petit peu un problème. Euh, mais après je pense aussi ça dépend des profils dans le sens où moi je dirais pas que j'ai perdu la passion de LoL, mais j'ai un peu l'impression d'avoir fini le jeu. C'est-à-dire que pendant mon temps libre je vais pas regarder une game de LoL quoi. Et je joue plus. De temps en temps je regarde des games pour me tenir au courant, pour le cast, tout ça, mais pour moi c'est un boulot quoi. Et quand j'ai fini mon boulot j'ai pas du tout envie de regarder des games de LoL quoi. Ça m'intéresse plus du tout. Mmh. Et donc peut-être qu'il y a peut-être au début par exemple beaucoup plus, donc peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont encore ce sorte de passion pour ça et qui peuvent peut-être passer plus d'heures. Mais je pense que justement un des gros enjeux du coaching est de réussir à mettre une limite entre ton boulot et ta vie privée, et aussi du coup être efficace dans ton boulot, parce que je pense qu'un des trucs les plus importants, que ce soit dans le coaching et ailleurs, et qui manque chez beaucoup de gens dans l'e-sport, et moi je pense que c'est comme ça que je suis monté assez vite au départ, c'est la faculté de travail. Quand j'y travaille, c'est de réellement travailler, parce que pour beaucoup de gens que j'ai rencontrés dans l'e-sport, travailler, c'est se mettre devant son PC avec un truc allumé et un Twitch à côté, quoi. Mais ça, tu travailles pas en fait. Et même des coachs, hein. Oui. Et du coup, bah oui, tu peux passer 5 heures comme ça, mais au bout du compte, peut-être qu'on peut faire ton travail en 15 minutes. Et je rigole même pas sur les exagérations de différence de temps, hein. Et donc, je pense qu'en tant que coach, si tu es efficace et si tu sais ce que tu fais, tu peux très bien avoir des journées à peu près normales. Après, tu bosses aussi quasi 7 jours sur 7, voire en tout cas 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7 si tu prends ton dimanche pour préparer la semaine d'après. Mais je pense qu'il y a moyen de réduire. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui bossent très inefficacement. Donc voilà, tout est une question d'équilibre. OK. OK, OK. Puis encore une fois, on en revient à la réputation des gens versus, ce que ces personnes, font, réellement sur des boulots qui sont encore une fois opaques et je pense qu'un des boulots le plus opaque dans la performance aujourd'hui, ça reste le métier de coach. Pour des raisons que Duc a évoquées évidemment. Drijo, je veux revenir sur ce que tu disais tout à l'heure et justement, sur le fait que tu t'emploierais peut-être pas si tu arrivais aujourd'hui, enfin si tu te rencontrais, quelqu'un qui avait ton profil aujourd'hui. Tu parlais d'expériences bénévoles. C'est un truc que je conseille souvent aux gens, honnêtement, qui me disent: «Je sais pas par où commencer pour rencontrer dans les sports». Je trouve on parlait de copinage tout à l'heure, le meilleur mot, c'est réseau effectivement et un réseau, c'est très, très important. Heu, ouais, tu penses qu'aujourd'hui, c'est aussi facile de trouver des opportunités bénévoles qu'avant? Et est-ce que c'est aussi essentiel que ça l'était avant? Non. J'aurais tendance à penser que ça l'est plus sur certains boulots. Hem
Bon, l'écosystème a beaucoup changé, hein. C'est vrai qu'à Ouais. l'époque déjà, on était bénévole, tout le monde était bénévole, hein. Des gens qui bossaient dans l'e-sport, il y en avait une petite quinzaine en Allemagne à l'ESL, deux, trois à l'ESWC, et puis c'est tout, quoi. Donc, et des équipes, même les équipes professionnelles à l'époque, tu vois, c'est arrivé en France avec Millennium, qui a eu les premiers Mmh. salariés, je pense. Oui. Donc, non, je pense pas que ce soit indispensable. En fait, tu vois, je vais reprendre mon image de lumière là. Quand tu es Vas-y, proche de la vas-y. lumière, tu vois, je pense que pour tout ce qui est métier de l'ombre, c'est vraiment pas indispensable. C'est-à-dire que le souci étant quand même que tu peux pas tout miser sur l'e-sport parce que je sais pas combien il y a de gens qui bossent dans l'e-sport aujourd'hui en France, mais c'est pas un secteur d'activité sur lequel rationnellement et statistiquement, quand tu fais des études, tu peux te dire moi je bosserai dans l'e-sport ou rien d'autre. Quelqu'un qui sort et qui est passionné par la grande distribution, il peut se dire moi je bosserai dans la grande distribution. Oui, il y a de la place pour tout, pour tout le monde, non, mais il y a de la place, quoi. Et dans le sport, il y a aussi énormément de place. Mais l'e-sport, je sais, j'avais vu un truc de Besançon, il pourra peut-être nous dire tout à de Ouais. Nico, qui pourra peut-être nous dire tout à l'heure, mais je crois que c'est même pas 1000 personnes, quoi. Donc, les gens comme moi, c'est un milieu qui croît, mais qui croît pas non plus de manière exponentielle. Euh, et encore plus si vraiment tu veux bosser dans l'e-sport et pas dans le gaming et dans le sens large, quoi. Donc voilà. Et par contre, pour tout ce qui est métier, comme disait Duke, de vraiment proche du talent, sportif ou pas, Mmh. ouais, franchement, à part le bénévolat, travailler ton réseau, je vois pas comment tu peux y accéder. Euh, et encore, c'est pas une certitude. Le truc, c'est que si effectivement ça te passionne l'e-sport, que tu as envie de partager ta passion, Heu, tu peux, moi dans mon esprit, tu peux encore être restaurateur ou je sais pas, ou Ouais. cuisinier, et puis le week-end, tu adores les compétitions de Civilisation et tu écris des articles sur Civilisation, la dernière stratégie à la mode, quoi. Si vraiment c'est une passion, il y a plein de gens qui sont passionnés de sport et qui bossent pas dans le sport, tu vois? Et qui vont entraîner des gamins le week-end. Heu, Moi je prenais cette comparaison quand je m'occupais des joueurs, League of Legends à l'époque, de Soz, Yellow et cetera, puis que j'ai essayé d'expliquer à mes potes ce que je faisais. Je disais: «Bah, il y a des gens qui entraînent des gamins le week-end sur le club de foot de leur commune. Moi, je m'occupe de Soz, Yellow, et puis j'essaie de à l'époque, c'était beaucoup de faire de la médiation dans l'équipe, et puis de faire en sorte que ça se passe bien et qu'ils performent», tu vois? Ouais. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a un peu un miroir aux alouettes, quoi, et c'est tout à fait possible de s'épanouir, en faisant un boulot qui a rien à voir avec l'e-sport et en faisant de l'e-sport sur son temps libre. Maintenant, et je conseille à personne de se dire: «Moi, je travaillerai dans l'e-sport ou rien», quoi, tu vois? C'est vraiment pas assez sécure, pour l'instant comme plan de carrière. Je Voilà. suis Et si on d'accord. voilà, et si on doit enchaîner sur les écoles, c'est aussi pour ça que je ne Alors, conseillerais à personne de faire ces cursus e-sport, quoi. je suis d'accord avec toi sur les cursus e-sport. Néanmoins, j'aimerais attendre que Nicolas nous rejoigne pour parler de ça, parce que sinon, c'est vraiment une discussion qui, je pense, va aller dans un sens, étant donné qu'à mon avis, on a tous le même avis sur ce genre de formation. Et pour faire Mmh. l'avocat du diable, je trouve que les formations e-sport ont un peu évolué ces dernières Mmh. années parce Je suis d'accord aussi. on est parti de ce qu'on va qualifier directement d'énormes scams il y a ces Mmh. dernières années où tu avais des personnes qui, pour le prix d'une école de commerce, te promettaient monts et merveilles et un boulot dans l'e-sport à la sortie et qui te promettaient même de pouvoir devenir joueur pro, enfin, ce qui selon moi est une aberration complète parce que joueur pro c'est encore un truc qui est encore plus à part. Et ça a évolué. Un truc que j'attendais beaucoup justement ces dernières années, c'est d'avoir des compléments de formation e-sport. À savoir, bah, c'est ce que je disais au début, tu apprends ton métier et si à la fin de ton master, tu as envie de faire 2 ans de spécialisation dans l'e-sport, là, à mon avis, c'est là où ça peut devenir intéressant. Mais pour moi, la conclusion là-dessus, c'est faites un métier que vous auriez envie de faire, même si vous ne le faisiez pas dans l'e-sport. Moi, je sais que je voulais être journaliste, je voulais pas du tout être journaliste e-sport à la base, hein. Je voulais parler de culture, je voulais écrire sur le cinéma, sur la bouffe, sur l'art, sur tout ce genre de trucs. Et l'e-sport, c'est venu après. Et je pense que c'est pareil pour tous les boulots, comme on disait avec Drijoka, qui sont un petit peu académiques, ou en tout cas qui sont issus de filières académiques qui sont généralistes, et ensuite essayer de vous spécialiser dans l'e-sport. Mais ouais, aujourd'hui, faut bien se rendre compte que des personnes qui vivent de l'e-sport en France, il y en a très, 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 très peu. Et Nicolas aura très certainement les chiffres tout à l'heure. Euh,
On a parlé des formations, alors des boulots un petit peu de l'ombre, qui du coup, eux, nécessitent une formation qui va être un petit peu plus classique et académique. On a dit aussi que coach, bah voilà, c'était avec les connexions aidaient beaucoup et finalement les compétences qui sont mises en œuvre, bah, elles sont assez floues et elles dépendent aussi du projet sportif. Mais je pense qu'on peut relier ça quand même, Dieu, qu'à des filières qui existent. Dans le sens où, par exemple, tu vois, le boulot de coach, je pense que quand tu as des notions d'éducateur ou ce genre de choses, c'est des études qui peuvent t'aider. Donc des études généralistes, si jamais des personnes veulent devenir coach aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui, selon toi, j'ai l'impression qu'on revient un peu en arrière, mais ouais, des compétences qui, selon toi, sont nécessaires ou importantes ou qu'on pourrait tirer de formations généralistes qui peuvent aider si jamais une personne veut devenir coach. Est-ce que tu en as, par exemple? Je pense au management, notamment. Je sais pas, vétérinaire. Mais, Tous les joueurs pro qui sont dans le chat, bouchez-vous les oreilles, s'il vous plaît. Moi, je suis assez Mais- d'accord. Hein. Vétérinaire. Ouais. Ou gardien de zoo. ouais. Non, en vrai, je pense que ça dépend de quel type de projet. Je pense que pour des projets de jeunes, je pense en fait c'est éducateur de manière générale. Je pense que c'était des mecs qui sont habitués. Je pense que typiquement pour par exemple un projet comme Vita que moi j'ai fait, je pense qu'il aurait fallu avant tout un mec qui sait gérer, enfin qui a l'habitude de gérer des ados quoi. Et On qui dit le BAFA dans le chat. Désolée, je te coupe la parole, mais je voulais ouais aussi le prendre des BAFA. questions du chat. Voilà, quelqu'un qui a le BAFA, est-ce qu'il pourrait potentiellement, ça Bah, pourrait l'aider à franchement, devenir coach? je pense que ce serait une bonne entrée en matière, ouais. Au-delà de la connaissance de jeu, en fait, je pense que la Ouais. connaissance de... Après, en vrai, j'en sais rien, je sais même pas ce que c'est que je sais à peine ce que c'est que le BAFA, je crois que c'est pour faire colo, prof de Oui, colo, moniteur de colo. ou moniteur de colo, mais je pense qu'un background, effectivement, d'éducateur, c'est ce qu'il y a de plus important à l'heure actuelle dans l'e-sport, parce que le problème, je parle de coach, hein, le problème de coach, c'est que on se, euh, on se gargarise beaucoup sur les process, les machins, les trucs. Le problème, c'est que si les investissements ont augmenté de manière drastique, et donc la façon qu'on a de les mettre en avant, en fait, de les justifier, l'accompagnement des joueurs depuis le début du moment où ils touchent une souris n'a pas changé. Et que t'as beau avoir tous les coachs mentaux, des infrastructures que tu veux, rien ne changera le fait que un joueur, quand tu l'as pour sa première année, à 17 ans, 18 ans, l'année d'avant, il était en train de sécher les cours en terminale et dans la chambre de l'appart de ses parents. Il n'était pas en club, il n'a pas eu de coach. Ça fait pas 10 ans, comme un joueur de foot, qu'il a un coach, qu'il est habitué à aller avoir des entraînements à des horaires précis, qui va s'entraîner sous la pluie le soir, qui va peut-être faire, au bout d'un moment, à force de sentir qu'il est bon, tu vois, quand il a 15, 16, 17 ans, faire des efforts un peu supplémentaires pour, par exemple, faire gaffe à ce qu'il bouffe, à sa mise en forme physique. Pas du tout. Les joueurs pro à l'heure actuelle, on voit qu'ils sont bons en solo queue. Ils font 1, 2 ans, parfois de plus, hein, en Ligue nationale. Et ensuite, ils sont catapultés en LEC. Entre-temps, ils ont peut-être été 1 an en Gaming House, ce qui n'est pas non plus l'exemple même comment dire, de performance professionnelle. Donc, en fait, il y a tellement de chemin de ce côté-là que je pense qu'à vrai dire, la première compétence, c'est de savoir gérer des adolescents qui doivent d'abord grandir. En sachant qu'en plus, c'est souvent des profils de gens qui ont du retard sur leur développement, sur leur maturité, parce que c'est des gens qui ont mis beaucoup de choses c'est des ados qui ont mis beaucoup de choses de côté pour devenir joueurs pro, qui ont mis leurs études de côté, qui ont parfois mis beaucoup de leur vie sociale de côté, je parle même pas de vie professionnelle, et qui arrivent à 18 ans sans rien en fait, sans rien du tout pour la plupart. C'est-à-dire pas d'études, une vie sociale qui est souvent limitée à des interactions via Discord, Oui. et une capacité de travail, parce que tout c'est qu'on parle de travail, de jouer à LoL, oui c'est du travail, mais il n'y a pas forcément de l'effort en fait, c'est ça le problème. Et du coup, à ce moment-là, en fait, à ce moment où ils sont passionnés, ils sont complètement pris dans le jeu, c'est pas forcément pour eux un effort. Ça le devient peut-être par la suite, à partir du moment où ils se lassent du jeu. Et c'est ce qui fait pour moi d'ailleurs que des joueurs après prennent leur retraite à 22 ans. C'est pas qu'ils sont plus bons, c'est qu'ils sont carbonisés et qu'ils en peuvent plus du jeu. Surtout sur LoL où tu dois jouer tout le temps. Mais du coup, il y a pas forcément la plupart en fait ne savent même pas ce que c'est que l'effort. C'est-à-dire qu'ils vont te dire qu'ils travaillent très dur et ils le pensent vraiment. C'est-à-dire, je dis pas que c'est pas des mecs motivés et qui ont envie de bien faire, c'est pas vrai. Mais en fait, ils ne le savent pas. Et ce qu'il faut, c'est réussir à avoir des gens qui
en fait, leur font rattraper toutes ces années-là à vitesse accélérée. Et ensuite, pour leur dire de faire des rotations proprement, à vrai dire, je pense que c'est fait tout ça. Et moi, c'est vraiment ce dont je me suis rendu compte dans les 2 dernières années, c'est que ça, finalement, c'est presque secondaire. Il y a une question, pour rebondir là-dessus dans le chat que je trouvais assez intéressante, pour toi Drijo, je pense que de toute façon tu peux y répondre, complètement. C'est, King Pata Baguette qui demande: «Comment accompagner justement les joueurs dans leur transition en tant que joueurs seuls, dans leur chambre enfin de leur chambre des parents justement à jouer en club?» Je pense que c'est un des gros enjeux aujourd'hui pour les joueurs pro. Non, mais ce que dit Duke est très vrai. C'est assez marrant que ça ait pas trop changé en fait avec les années Mmh. parce que moi, alors je te parle de ça il y a 10 ans de ça, où je gérais d'abord les équipes sur World of Warcraft. J'étais, si tu veux, manager, coach, médiateur, organisateur des compètes à l'autre bout du monde, rédacteur, enfin je faisais un peu c'était très empirique et très amateur, tu vois? Mais effectivement, le plus gros du boulot et particulièrement après sur, quand il y a eu l'équipe League of Legends avec, Linac, Yellow, Soz et cetera, c'était beaucoup et pourtant ils étaient tous à distance, mais c'était beaucoup de la médiation, Mmh. gestion de groupe, parler à l'un, parler à l'autre, parler aux 2 en même temps, voilà, être sûr que ça vive bien et de ce que j'ai vu, après, chez Millet ou chez Solari, effectivement, j'ai l'impression que ça a pas trop changé. Alors comment, les accompagner? Je pense qu'il y aurait un boulot, moi ce qui m'énerve sur, mais ce qui m'énerve, hem, effectivement, tu as beaucoup de filières e-sport post-bac. C'est bien parce que tu peux faire des écoles privées, tu es plus emmerdé par l'éducation nationale et tu peux en faire des modèles économiques, tout à fait sympathiques. Tu n'as aucune prise en charge, très peu, pré-bac. Ouais, Et il y aurait un taf à faire. Je sais pas si, la TPA, ils sont pas positionnés sur ça justement. exactement. Ouais. Et ça, c'est vachement bien parce que effectivement, comme dit Duke, il y aurait, peut-être besoin d'une prise en main de la problématique par les pouvoirs publics. En fait, le souci, c'est que le joueur e-sport, qui commence à performer sur LoL ou sur Fortnite ou sur n'importe quel jeu, qui a, 16-17 ans, en fait, il va rencontrer énormément de gens qui vont lui dire, et même lui, la pression, sportive fait que il va être, devant un choix cornélien de se dire, alors soit il était déjà en échec scolaire, bon c'est pas un problème, tu qu'à faire de l'e-sport, de toute façon tu faisais rien d'autre à côté. Soit, ça va à peu près à l'école et il aurait pu continuer et il va être devant un choix cornélien où il va devoir se déscolariser et se désociabiliser et machin pour se buter dans le jeu, quoi. Et c'est beaucoup, ce qu'on lui demande et je pense qu'il y aurait besoin effectivement d'une, je sais pas, d'un sport-études, je sais pas comment c'est particulièrement structuré dans le sport. Encore une fois, Nico pourrait nous en parlera mieux, mais Il va arriver en tout fait, de suite. d'un endroit en France où, quand tu commences à performer sur un jeu vidéo, tu puisses être détecté, continuer d'être scolarisé au moins jusqu'au bac, tu vois, ou, jusqu'au CAP ou PEP, peu importe ce que tu es en train de préparer et de monter, tu vois, en gamme, enfin en niveau, de manière raisonnée et sans tout sacrifier à l'e-sport et après, une fois que tu as atteint ce niveau-là et ce sera un endroit aussi qui bosserait aussi ce qu'il y a autour, ce que disait Duke, c'est-à-dire la vie en collectivité, manger équilibré, tu vois, lutter contre la sédentarité, enfin tout mettre à l'intérieur un peu tout ce qui ferait un joueur qui arriverait derrière, soit en LFL, en GH ou en LEC, pas complètement perdu. Moi, je me souviens, alors c'est un truc un peu vieux, juste une anecdote, je vais chez Millennium et il y avait un joueur la nuit, comme ça, je le croise, mais à 2 heures du mat, hein, tu vois, je bossais tard. Il était avec son linge dans dans la GH Millennium, devant la machine à laver. Il me dit Trijo, comment elle marche la machine à laver, quoi. Ça faisait 3 semaines qu'il Oui. était chez Millennium, tu vois. Et donc du coup, je lui ai montré la machine à laver, mais tu vois, ils sont tous comme ça en fait. Je citerai pas de nom, mais la plupart des joueurs que je vois débarquer, qui débarquent de chez papa maman. Ça, effectivement, comme dit Duke, ça va bien au-delà de simplement poser la ward au bon endroit, quoi. Ils sont perdus, quoi. Mm. Ouais, je pense que Duke, il en a pas mal des anecdotes comme ça, s'il veut vous les raconter raconter à l'occasion, il le fera. Je J'en ai pas mal aussi et oui, malheureusement, ça arrive, trop souvent. peux dire que j'en ai Heu, appris à des joueurs à utiliser une machine à laver, hein, Mm. Ah en oui, je tant suis que pas joueur. étonné, hein. Je suis pas étonné. j'ai appris à des joueurs à se servir d'une machine à café, comme quoi. C'est ouais, c'est tout Ouais. ce qui est, voilà, tout ce que la maman et papa faisaient avant eux, on va dire, qui est très compliqué à faire, quand ils arrivent en gaming house, puis surtout que les managers font un petit peu tout pour eux, donc bref, voilà.
un autre pan de la discussion qu'on ouvrira un petit peu plus tard. Mais on voulait parler des écoles, donc je pense que c'est le moment d'accueillir Nicolas aussi, s'il est parmi nous, pour qu'on puisse avoir son point de vue là-dessus. Plein de questions intéressantes, encore une fois, mais vu qu'il y a beaucoup de choses dont on a déjà parlé, je pense que c'est compliqué de les relever. Mais est-ce que Nicolas est avec nous? Oui, il est dans le Discord maintenant. Hello Nicolas, Coucou, comment ça Salut va? Nico. Je suis en train de salut. me rendre compte, ça fait hyper longtemps que je t'ai pas vu en vrai, quoi. C'est vrai, Ça- déjà c'est là, fou ce Covid. ouais, c'est vrai, plus d'événements, donc plus trop l'occasion de se croiser, c'est dommage. Oui, ça manque, mais ça réouvre, peu à peu. Donc j'ai foi qu'on puisse se retrouver dans un event ou lors d'une conférence d'ailleurs, puisque c'est aussi le sujet qu'on va ouvrir ici très très bientôt. Donc Nicolas, si les gens ne te connaissent pas, tu es docteur en sciences du sport, vice-président de Francis Sport, conférencier parmi plein d'autres titres. Est-ce que j'ai oublié quelque chose Non, d'important? non, c'est très Non. bien, Ok. j'enseigne et je fais de la recherche, voilà, c'est principalement ça, mes deux cordes à mon arc, on va dire. Très bien. Bah, écoute, merci d'avoir pris le temps de venir discuter de tout ça avec nous. On était en train de faire un petit peu des similitudes, enfin de parler des similitudes qu'il peut y avoir entre le monde du sport et le monde de l'e-sport, notamment dans la détection des talents. Donc on abordait le cas de la Tony Parker Academy, des e-sport études, qui est quelque chose que j'espère voir arriver vraiment très très rapidement. Est-ce que déjà première question, est-ce qu'on doit se baser sur le modèle du sport justement pour détecter des joueurs aujourd'hui, selon toi? Disons que c'est un modèle qui fait ses preuves. C'est pas forcément le modèle à suivre à tout prix, mais en tout cas c'est un modèle qui peut donner des pistes de réflexion. La principale différence, c'est qu'aujourd'hui le sport, c'est une activité qui est reconnue par un ministère. Oui. Et donc qui est sous tutelle d'un ministère, un ministère qui établit des listes de sportifs de haut niveau chaque année, en fonction de leurs performances passées sur l'année précédente à des compétitions nationales et internationales, ce qui permet à ces sportifs et à ces athlètes qui ont performé de bénéficier d'aménagement du temps scolaire. C'est-à-dire que le ministère des Sports fonctionne de pair avec le ministère de l'Éducation nationale, et aujourd'hui c'est le même ministère en plus en l'occurrence. Donc, ce qui Mhm. permet en fait de mener à bien ce qui est une vraie spécificité française, qu'on appelle le double projet, c'est-à-dire que les athlètes puissent à la fois performer dans leur sport, mais aussi performer dans leurs études et dans leur formation. Aujourd'hui, l'e-sport bénéficie pas favorable à la mise en place de listes ministérielles qui seraient portées à la fois par le ministère de l'économie, qui est un peu par l'intermédiaire du secrétariat d'État chargé au numérique, on va dire le ministère qui est le plus proche de l'e-sport, et le Ouais. ministère des Sports qui s'intéresse de plus en plus à l'e-sport, et qu'on puisse justement de cette manière-là identifier tous les jeunes joueurs qui sont, je sais pas, en LFL2, en LFL1, en LEC, et que ces joueurs-là puissent bénéficier d'aménagement du temps scolaire pour qu'ils puissent continuer à faire leurs études, qu'elles soient dans le milieu du jeu vidéo, du sport ou dans toute autre chose en fait, de manière générale. Et puis pour rebondir aussi sur ce que disait Drijo, parce que j'ai suivi ce que vous disiez depuis le début, sur cette question du pré-bac, je trouve ça hyper intéressant et je pense que Drijo touche quelque chose, pointe du doigt quelque chose qui est à mon avis assez important. C'est c'est aujourd'hui, il est important aussi que au-delà même des joueurs qui seraient hyper talentueux, c'est que y ait finalement mis en place une pratique en club physique dans les écoles, au même titre qu'il y a des clubs d'échecs, des clubs de musique, des clubs de peinture et ainsi de suite, qu'il y ait aussi des clubs jeux vidéo et e-sport pour faire de l'éducation numérique, de l'éducation aux bonnes pratiques et ainsi de suite. Ça me semble assez essentiel, ne serait-ce que pour massifier les bonnes pratiques auprès des jeunes joueurs et puis détecter les talents potentiels le plus tôt possible. Donc il y a un vrai enjeu derrière ça, mais on se demande toujours, là, Duke le disait très bien, c'est-à-dire que les joueurs, quoi qu'il se passe, ils passent du jour au lendemain de leur chambre chez leurs parents à un centre de performance ou une gaming house, appelons-les comme on veut, ça change tout radicalement, et c'est intrinsèque à la pratique. On est sur une pratique qui est fondamentalement en ligne, c'est dans son Mhm. ADN, et donc les joueurs jouent de manière générale depuis toujours à distance parce que c'est pratique, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a une volonté de manière générale à essayer de créer des lieux de pratique. Alors je parle pas de PC bangs à la coréenne, hein, ou de salles de jeux en réseau, mais plutôt de faire en sorte, Drijo racontait qu'il avait tenu une MJC, mais dans des lieux de vie, dans les quartiers, dans des communes, dans des villes, des lieux de vie qui pourraient accueillir à la fois on va dire de l'initiation
l'initiation et de la découverte aux jeux vidéo pour les scolaires, et puis sur les temps périscolaires, donc les soirs et les week-ends, plutôt la salle qui est mise à disposition pour les associations du quartier ou de la ville qui voudraient pouvoir justement en profiter. C'est à mon sens l'une des meilleures manières de commencer à sensibiliser le plus tôt possible les joueurs à respecter des consignes, à apprendre à gagner en étant humble, à apprendre à perdre sans tout casser, à avoir des projets sur le long terme et pas simplement juste au moindre obstacle à disbande le groupe ou des Ouais. choses comme ça. Je pense que ça passe aussi par là, quoi. Duc, toi qui as bossé avec plusieurs, tu veux rebondir peut-être, Rijoka? J'ai une question Ouais, après. je voulais Vas-y, vas-y. rebondir parce que pour moi, ce que dit Nico, il y a 2 problématiques. Il y a effectivement, l'éducation des bonnes pratiques au sport. Je suis pas sûr quand même, on en a déjà discuté, je suis pas sûr d'être d'accord avec toi que la puissance publique, doive, mettre en place, ce genre de truc pour, des jeux vidéo qui tu vois la différence quand même entre les jeux vidéo et les échecs, c'est que si tu mets du League of Legends dans tous les collèges de France, c'est bien, c'est la meilleure OPSP pour Riot gratuite de l'univers, Ah quoi. voilà, c'est un peu une OPSP. Et bah ouais, donc je pense que si t'en parles à Riot, ils seront même prêts à subventionner le truc, c'est génial, quoi. Et bon, il y a quand même une problématique inhérente derrière ça. Moi, la, par contre, là où je suis d'accord, j'avais visité le centre de formation de Lorient de football. Donc, il m'avait expliqué comment ils étaient organisés. Donc, dans le club, tu as une école privée où, grosso modo, les joueurs sont recrutés, font leur scolarité. Et puis, le modèle économique du truc, c'est que le but, c'est que sur les 30 qu'il y a, ils arrivent à en vendre 2 et ça rentabilise le truc. Ça, c'est pas possible dans l'e-sport parce que pour l'instant, les buyouts sont ni très bien organisé en France, ni assez conséquent pour que ça puisse faire un modèle économique. Je sais pas quelle peut être la bonne solution pour ça, mais pour moi, en fait, les deux problématiques sont pas complètement liées. Pour moi, il y a vraiment une problématique qui doit être réglée, mais qui est une micro-problématique, hein, qui est pas une problématique de masse. C'est et elle doit être réglée à l'échelle de notre écosystème. C'est 15, 20, 30 joueurs tous les ans tous les ans qu'on déscolarise parce qu'ils ont un potentiel qui ne se réalise pas et qu'on renvoie chez eux sans rien, quoi. Et il y en a tous les ans, on les connaît, il n'y a pas besoin de citer de nom. Donc pour moi, c'est une problématique de notre milieu. Et après, il y a effectivement l'enseignement des bonnes pratiques, mais oui, dans les MJC ou comme ça, c'est très bien. Dans la sphère scolaire, je suis pas sûr. Bah Mais justement, vas-y. Non, j'allais juste dire, je parlais plutôt du temps périscolaire, et puis c'est pas Oui, forcément, voilà. et c'est vraiment plutôt enfin, en tout cas la façon dont je l'imagine, des initiatives de découverte, d'animation, c'est-à-dire que ce serait pas, l'idée ce serait pas justement de se focaliser que sur un jeu, mais de faire découvrir que au-delà de Fortnite, qui peut potentiellement attirer les principaux élèves qui jouent déjà à Fortnite chez eux, mais leur faire découvrir que derrière Fortnite, tu as aussi d'autres jeux qui peuvent être hyper sympas à pratiquer et que ça nécessite pas les mêmes compétences. Au même titre, tu vois, un petit peu que ce que tu pourrais faire sur du temps périscolaire quand tu inscris ton enfant sur du multi-sport. Mais là où je te rejoins, c'est effectivement que ça pose la problématique de la propriété intellectuelle et du fait que ce sont des biens privés et des sociétés qui cherchent à maximiser leurs profits. Après, aujourd'hui, le fait même que les éditeurs le fassent pas encore montre, enfin, il y a il faut quand même le pointer du doigt, c'est qu'il y a un désengagement de la part des éditeurs de jeux aujourd'hui à structurer l'écosystème amateur de leur scène compétitive. Pourquoi? Parce que ça coûte de l'argent et ça n'en rapporte pas. Or, l'objectif d'un éditeur, c'est de maximiser ses profits, c'est de gagner de l'argent. Ce qui lui permet de gagner de l'argent, c'est son circuit professionnel et international. Là, il est prêt à investir financièrement, temporellement, en termes de ressources humaines, mais sur l'écosystème amateur. Dans le sport, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que le sport amateur, c'est que c'est un bien public, c'est que c'est vous et moi, en payant nos impôts, qui participons à financer le sport amateur, plus la loi Marie-Georges Buffet qui taxe le sport professionnel à hauteur de 5% pour le reverser au sport amateur. C'est comme ça que ça fonctionne, mais le sport amateur gagne pas d'argent. On considère que ça a tellement de valeur que on est prêt à faire en sorte que ça soit à perte et que ce soit les citoyens, c'est la solidarité citoyenne qui paye le sport amateur. Dans l'e-sport amateur, bah, ça rapporte pas d'argent, mais personne n'est prêt à mettre la main au portefeuille pour participer à ça, quoi. Donc il y a aussi des responsabilités qui doivent être prises à mon sens, les différents acteurs et surtout ceux qui gagnent beaucoup d'argent, et en l'occurrence les éditeurs de jeux. Bah, y a pas que, hein. Il y a les équipes Non, aussi un petit peu bah dans les équipes, l'histoire. alors
là je laisserai les dirigeants d'équipe s'exprimer, mais je crois qu'elles se sont souvent exprimées sur le fait qu'elles gagnaient en tout cas pas beaucoup Oui. d'argent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, Riot se pose la question sur son écosystème nord-américain, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de turnover sur les joueurs? Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas finalement à faire pérenniser et à détecter de nouveaux talents? C'est tout l'enjeu derrière, c'est que la pérennisation de leur scène professionnelle, elle passe par la nécessité d'avoir finalement une formation sur leur écosystème amateur. Mais s'ils mettent pas d'argent sur l'écosystème amateur pour le structurer, pour faire de la formation, et c'est leur rôle vu qu'ils veulent tout réguler, à ce moment-là, ils peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes. C'est ça la réalité aussi, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors en plus là je cite Riot, mais en Europe je trouve qu'ils font c'est parmi les moins mauvais. Je sais pas s'ils font du bon taf, mais c'est parmi les moins mauvais avec la LFL, la LFL2, l'Open Tour, la grosse ligue sur la ligue universitaire. Je pense qu'il y a, on va dire, une structuration pyramidale qui est plutôt intéressante et qui va être. Mais il y a plein d'autres éditeurs qui ne le font pas du tout. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a une place vacante laissée par les éditeurs et que aujourd'hui chacun essaie de développer son projet. Latipier l'a fait, Vitality a sa Vitality Academy, mais c'est encore hyper laborieux quoi, parce que personne sait. Parce qu'il y a une question, l'encadrement, c'est qui pour encadrer et qui pour former. C'est-à-dire qu'aujourd'hui des gens comme Duke, il n'y en a pas 10 000 en France. Il y a de plus en plus de gens qui veulent jouer, qui souhaiteraient être encadrés, pas forcément au niveau professionnel, mais qui pour les encadrer? Qui pour transmettre des valeurs, construire des séances, donner les bonnes consignes, faire des feedbacks aux joueurs, travailler sur des thématiques. Ok, là on travaille sur, je sais pas, sur League of Legends, on travaille sur les rotations, on travaille sur la prise d'objectifs. Les coachs aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui savent faire ça. Et donc, par rapport à tous les besoins qu'il y a, aujourd'hui on galère, quoi. Tu te verrais, Duke, enfin d'ailleurs, pour te redonner la parole sur le sujet, et après je te laisserai partir, j'ai une dernière question pour toi, et ensuite on finira sur les écoles e-sport. Mais ouais, voilà, toi tu verrais qui, Duke, pour remplir ce rôle, ayant eu une expérience justement dans les équipes? Et est-ce que tu vois un intérêt aussi de la part des équipes d'essayer de développer les nouveaux talents? Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça? Alors, parce que justement, je voulais reprendre un peu le sujet au Pardon. départ, mais déjà, qui je verrais, la même chose. Les éducateurs, on s'en fiche, qui savent jouer au jeu. Je pense que l'important, ce serait, si il faudrait faire ça, de faire venir des éducateurs, parce que l'idée là-dedans, pour moi, c'est de les faire grandir, ces ados, ces enfants. C'est pas tant de les faire, de leur apprendre à cliquer. Si ils se révèlent avoir un talent pour ça, ils l'apprendront tout seuls et il viendra le moment où ils doivent apprendre à jouer en équipe et éventuellement l'éducateur il leur dit le b.a.-ba de comment jouer en équipe, écouter ses coéquipiers, tout ça. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 12 en macro League of Legends pour pouvoir leur dire ça. Mais moi ma question c'est quel intérêt en fait de faire ça, c'est-à-dire que et c'est peut-être je vais peut-être te prendre un peu à contre-pied Nico, mais moi le seul intérêt que je vois là-dedans c'est de rendre mon boulot plus facile. Mais quel intérêt, parce que là tu parles de effectivement les boîtes n'ont pas d'intérêt à le faire parce que ça leur fait pas gagner d'argent, en tout cas à court terme. Alors peut-être qu'on peut espérer, on peut imaginer un système économique à moyen long terme dont le développement à niveau amateur permettrait ensuite d'émerger sur des débouchés business plus importants. Mais quel intérêt pour l'État? Parce que là, on parle du coup, parce qu'effectivement, je te rejoins sur le fait que il faudra un moment ou l'autre, que ce soit d'un point de vue de financement, mais au moins organisationnel, que l'État soit inclus là-dedans. Et dans ce cas, la France sera sûrement les premiers à le faire, vu qu'il s'agira de socialiser un petit peu tout ça. Mais ma question, c'est quel intérêt pour l'État? C'est-à-dire que est-ce qu'on a intérêt à ce que l'e-sport se démocratise, par exemple? C'est-à-dire que moi déjà, la première question qu'il faudrait se poser, c'est et c'est une question qui est taboue dans le milieu parce que dès qu'on parle des dérives du jeu vidéo, c'est tout le monde brandit la fourche en disant non, il n'y a aucune dérive. Et d'ailleurs, ça rend pas violent. Et bien sûr, je suis pas en train de dire que ça rend violent, c'est pas ça que je dis. Mais c'est que la pratique du jeu vidéo, et notamment dans le cadre d'une volonté de vouloir faire une carrière e-sport, est dangereuse. Et on en parlait tout à l'heure, et Drijo en parlait, des 30 mecs qui se déscolarisent et qui font plus rien après. Ça, c'est un danger massif et c'est pas au passage, c'est pas que pour les mecs qui veulent faire de l'e-sport, c'est aussi pour tous les gens qui sont addicts au jeu. Il y en a plein. Les joueurs pro, les premiers, la plupart le sont, Oui. complètement addicts au jeu. On parle pas assez. Et un joueur pro, quand il joue plus, quand il est hors de la saison, il fait quoi? Il joue à LoL. Hein. Quand il rentre chez lui, il joue à LoL. Tous ces gens-là sont addicts au jeu. Et c'est très dangereux. C'est quelque chose dont on parle pas. On parle de scolarisation du coup des gens qui viennent des joueurs pro, mais même tous les gens qui sont juste addicts au jeu se déscolarisent aussi. Il y a des problèmes aussi, le fait que par exemple tu fais du foot en périscolaire, très bien, t'en fais 2 heures par jour, t'en fais 3 heures par jour, ok. Tu fais du LOL en périscolaire, t'en fais 10 heures par jour. C'est ça le problème, c'est que dès que tu commences à mettre un doigt là-dedans,
tu mets tout ton corps dans ce genre de jeu. Et si tu commences à légitimer la préparation de l'activité professionnelle, ça légitime aussi du coup sa pratique intensive qui est nécessaire, parce que si tu le fais pas, et si tu dis non, moi je vais pratiquer ça de manière safe et intelligente et faire que 3 heures, et à côté de ça je fais mes devoirs et tout ça, très bien, mais à côté t'en as des milliers des mecs qui eux vont vont jouer pendant 12 heures par jour, et au bout du compte, quoi qu'on en dise, tu seras pas compétitif. Donc moi, ce que je veux dire là-dessus, c'est que dans l'absolu, je suis pas contre qu'il y ait des mecs qui bossent, qui se préparent avant à être, parce que effectivement, en tant que coach professionnel, moi, ça faciliterait mon boulot si effectivement je pouvais plus leur apprendre à prendre une T2 à 15 minutes que à lasser leurs chaussures et à lancer la machine à laver. Mais le truc, c'est que ce soit pour les entreprises ou pour la société de manière générale, quel est l'intérêt majeur à développer l'e-sport au-delà de ce qu'il est maintenant? C'est-à-dire, et sans parler du côté régulation dont moi je veux parler. Je pense pas qu'il y en ait en fait. Je pense pas qu'il y en ait à court terme, aussi bien pour des questions d'éducation, de santé et de business dans le cas des entreprises. Donc pour moi, ça se ferait uniquement s'il y avait une réévaluation de tout ça, mais en acceptant aussi un œil critique sur l'e-sport qui passe par une vision honnête des dangers que l'e-sport peut avoir, et que moi je me prononce jamais sur Twitter, mais quand je vois à chaque fois la levée de bouclier qu'il y a sur ce genre de sujet, c'est une discussion que les gens du milieu sont pas du tout prêts à avoir, parce que c'est une discussion qui va à l'encontre d'une part de leur business, mais même de leur mode de vie, parce que la plupart souffrent des mêmes problèmes et sont complètement dans le déni par rapport à ça. Donc moi c'est d'abord ça la discussion que je veux voir, et dans un second temps éventuellement on pourra parler de socialisation des moyens pour en permettre une activité périscolaire de l'e-sport, mais ça pour moi ça nécessite une discussion honnête sur le sujet dès le départ. Bah pour Ah. te répondre. Ah pardon, Drijo, vas-y. Attends, juste pour préciser un truc, je suis entièrement d'accord avec Duke. Il y a eu un... Et t'es un peu chantre de ça des fois, Nico. Il y a eu un glissement ces dernières années, et particulièrement depuis pas que France eSport, qui est un peu plus le symptôme que la raison de ça. Moi, quand j'ai commencé l'e-sport, on se battait pour dire, ok, le jeu vidéo, c'est pas plus nocif qu'autre chose, c'est pas plus nocif que faire de la musique ou ok, et ça ressemble au sport. Et aujourd'hui, en fait, il suffit que quelqu'un dise que l'e-sport, c'est pas du sport. On les voit dans les commentaires de l'équipe. Pour moi, l'e-sport, c'est pas du sport, ça n'a jamais Pour moi non été. plus, hein. Et pour moi ça Non, n'est pas non. non plus. Et je pense mon qu'on avait gamin, besoin de ça il y a quelques années justement pour donner une Ouais. légitimité à la performance, et on est loin de là aujourd'hui. Mais je te rends la parole. Mais tu vois, même Riot, une des dernières vidéos qui était sortie pour This is our sport, ou je sais plus comment ils formalisaient ça, c'est notre sport. Pour moi, l'e-sport, c'est pas du sport. L'e-sport, ça se suffit à lui-même, et j'espère bien que les jeunes aujourd'hui jouent aux jeux vidéo. Il n'y a pas besoin en plus de les encourager à jouer aux jeux vidéo. Et on doit plus aujourd'hui, pour moi, dans les sphères périscolaires, les encourager à faire de l'e-sport, à faire du sport plus que de l'e-sport, tu vois. Je suis d'accord. Et après, sur l'activité, en tout cas, moi, je bosse là-dedans, mon gamin, je l'encourage à faire de la musique et du basket plutôt qu'à jouer aux jeux vidéo, même s'il joue aux jeux vidéo. Et puis, il y a aussi ce truc-là de l'e-sport, c'est bien. C'est des valeurs positives, ouais, c'est bien, mais Ça se discute, effectivement, hein. comme dit Duke, mais c'est pas mieux qu'autre chose. Moi, ma Ouais. sœur, elle aime pas le jeu vidéo, elle préfère faire du cirque, elle a moins de problèmes de dos que moi aujourd'hui, tu vois. Donc, la valeur intrinsèque de l'e-sport, et ça, Duke a complètement raison, c'est totalement tabou dans le milieu parce que ça touche aux intérêts financiers de tout le monde. Mais l'e-sport, c'est pas mieux qu'autre chose, quoi, tu vois. Et tout ce truc de dire oh là là, il faut mettre les gens à l'e-sport, c'est génial. Bon, déjà, je pense qu'il y a une proportion significative de la population qui ne jouera jamais aux jeux vidéo. Il y en a une autre qui joue aux jeux vidéo, qui est sur jeuxvideo.com, mais qui aime pas l'e-sport et qui aimera jamais ça. Et voilà, la valeur intrinsèque de l'e-sport, pour moi, n'est pas supérieure à d'autres activités, quoi. Oui. Juste si je peux rajouter un truc avant de laisser, parce que Nico, j'imagine que tu brûles de répondre, juste quand même pour tempérer un peu ce que je disais, et du coup dans la continuité de ce que dit Drijo, moi je suis pas non plus en train de dire qu'il faut tout jeter à la poubelle, hein. Ce que je dis juste, c'est que, et pour reprendre la comparaison sport e-sport, il faut avoir un débat honnête sur l'e-sport pour voir effectivement ce qu'on a en face de nous, mais il y a effectivement des choses à prendre dans le sport, et je pense que c'est exactement la démarche que tu es en train d'avoir, Nico, mais qui est de prendre en fait, de vouloir copier le sport sur la façon d'encadrer le sport pour essayer d'aider l'e-sport à se développer, et en tout cas surtout à s'encadrer, notamment pour moi, non pas nécessairement pour encadrer son développement, mais pour le développement la démocratisation de la pratique, mais surtout pour encadrer la pratique elle-même pour qu'elle devienne plus saine. Et c'est juste ça, pour lequel je serais d'accord pour qu'il y ait de l'argent public, par exemple. Et donc voilà, c'est pas forcément une question de démocratisation, mais plus d'encadrement et d'assainissement en fait de l'e-sport. Il y a plein de choses, c'est hyper intéressant, je suis ravi d'avoir cette discussion avec vous.
Déjà, la première chose, c'est que, enfin, moi, à titre personnel, je prône pas ce qui est plus de joueurs. Je prône juste qu'il y ait une pratique plus saine et plus responsable. C'était plutôt ça mon propos pour répondre à ta question. Quel est l'intérêt pour l'État, pour les pouvoirs publics? C'est justement parce que les joueurs aujourd'hui, les ados ou les jeunes jouent aux jeux vidéo dans leur chambre. Nous, à notre époque, il y avait un seul écran. Il était généralement dans la salle commune du foyer, le salon. Et donc, quand il y avait une console, elle était branchée sur la télé et tout le monde voyait à quoi on jouait. Aujourd'hui, on est dans des sociétés multi-écrans et donc ton enfant, il peut aussi bien jouer dans sa chambre, dans les toilettes. Tu vois plus trop ce qui se passe. Il joue de son côté et donc la communication avec les parents, elle a tendance à être un peu coupée. Donc il y a des inquiétudes de la part des parents, il y a des inquiétudes de la part des pouvoirs publics qui sont justifiées parce que la réalité c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment d'encadrement et donc c'était plutôt ça, c'était pour cette raison d'une certaine manière que je disais que sur des temps périscolaires, moi ça me semble pas idiot de faire de l'éducation aux outils numériques et de l'éducation aux outils vidéoludiques et que l'e-sport c'est un bon levier pour ça. Là où je te rejoins, Drijo, c'est que je pense pas du tout que l'e-sport soit vecteur de valeur positive intrinsèquement, de la même manière que tu vois, t'évoques le fait que t'encourages plutôt ton enfant à faire du sport. De la même manière, moi je pense que le sport a pas de valeur intrinsèque qui soit très positive. Le sport, ça a aussi bien servi les pires régimes fascistes et nazis que l'émancipation des esclaves grâce à la capoeira. C'est qu'est-ce qu'on veut bien en dire. Sauf que le sport, il bénéficie de plusieurs décennies de politiques publiques qu'il valorise. Aujourd'hui, il y a une forte injonction au sport santé, par exemple. Mais moi qui ai travaillé avec des sportifs de haut niveau, c'est tout sauf la santé. De la même manière que vos e-sportifs professionnels, c'est tout sauf la santé. Aujourd'hui, un sportif de haut niveau, à 30 ans, il est brisé, il s'est brisé physiquement, il a été brisé psychologiquement, il est en burn-out, on commence à peine à en parler dans le sport, alors que dans l'e-sport, ça y est, on commence un petit peu à en parler. Et en plus, isolement social, troubles du comportement alimentaire, ainsi de suite. Le sport, c'est pas la santé en tant que telle. Enfin, c'est parce que c'est bien encadré qu'on peut limiter ça. C'était ça, en fait, mon propos, c'était de dire, pour répondre vraiment à ta question, c'est quel est l'intérêt pour l'État? C'est de se dire, bah, si on encadre, eh ben, on évite potentiellement, on voit où sont les jeunes, on voit où sont les nouvelles générations, on peut leur permettre, ça leur permet d'éviter de jouer dans leur coin. Et deuxième intérêt que j'y vois pour les pouvoirs publics, c'est que depuis tout à l'heure, moi je vous ai beaucoup écouté et je trouvais ça hyper intéressant, mais c'est que tout ce qui a été mis en avant, c'est l'e-sport pro. Et tu l'as un peu évoqué un moment, Drijo, sur les personnes qui vont entraîner les jeunes le dimanche matin ou des trucs comme ça dans le sport. Dans l'économie du sport, ça c'est une énorme manne d'emploi. C'est énorme. Ça veut dire que aujourd'hui, moi j'ai fait STAPS, il y a quelques personnes qui veulent travailler au PSG de la même manière que dans l'e-sport. Tout le monde rêve de travailler chez Vitality, chez OTP, chez Solari, chez Carmine et ainsi de suite. Mais la réalité, c'est que derrière, il y a plein d'autres choses à faire dans l'e-sport pour plein d'autres structures. Travailler avec des collectivités territoriales, et je vous l'apprends pas, il y a aujourd'hui plein de collectivités territoriales qui essaient de développer l'e-sport. Travailler dans le secteur, dans d'autres secteurs, avec des annonceurs potentiels qui veulent développer, en tout cas intégrer l'e-sport, mais qui n'ont pas les ressources en interne, et c'est une vraie plus-value. Donc l'encadrement, là pour répondre aussi, c'est que pour encadrer ces jeunes dans les MJC, sur les temps périscolaires, dans l'animation, ainsi de suite, c'est potentiellement aussi un des vrais boulots. C'est, en tout cas, moi je le vois comme ça, c'est-à-dire que pour plein de nouvelles générations qui aujourd'hui rêvent de travailler dans l'e-sport, moi je valorise autant le coach de l'association e-sportive de mon quartier que le coach qui coach G2 ou Moumad ou Rogue en LEC. C'est en tout cas, je veux dire, c'est des boulots. Les deux, c'est des boulots. Après, c'est pas au même niveau, bien évidemment, et l'implication et les compétences nécessaires sont peut-être pas les mêmes. Mais par contre, les deux, c'est des boulots. Et aujourd'hui, quand on parle de bosser dans l'e-sport, je pense qu'on a une focale qui est énormément focalisée, en l'occurrence, sur les scènes majeures professionnelles, alors que derrière, il y a plein d'autres possibilités qu'on n'a pas encore à mon avis, suffisamment découvert et qu'on valorise pas suffisamment dans nos discours parce qu'en fait, il y a plein de choses à faire. Et éducateur e-sportif, animateur e-sportif, c'est des choses, à mon avis, qui sont en tout cas de plus en plus recherchées pour les associations, notamment depuis que les clubs sportifs commencent à créer leur section e-sport. Dans les clubs e-sportifs, ils ont une vraie culture associative de l'encadrement, sauf qu'ils n'ont pas les compétences. Dans l'e-sport, on a certaines compétences pour savoir brancher pour mettre en réseau 2 ordinateurs, mais par contre, on ne sait pas encadrer. Je pense que c'est là où il y a aussi, par exemple, des compétences qui peuvent être partagées et qui peuvent s'apprendre des deux côtés. Donc voilà un petit peu pour rebondir sur ce que vous disiez tous les deux. Encore une fois, je défends pas l'e-sport avec angélisme. J'essaie forcément de dédramatiser par moment, mais j'ai bien conscience des dérives et des déviances qu'il peut y avoir, peut-être moins au niveau professionnel que ce que vous avez vécu par votre expérience et ce que vous vivez par votre expérience. Mais j'ai pas d'angélisme avec l'e-sport. Encore une fois, je suis assez conscient de ce qu'il y a. Voilà.
OK. En ce sens, justement, je trouve que c'est peut-être le bon moment pour ouvrir la discussion qu'on n'aura pas pendant trop longtemps non plus sur les écoles et les formations e-sport. École e-sport d'un côté et formation e-sport de l'autre. Parce que, bah, justement, moi, je trouve que ça aide pas forcément, enfin, surtout les formations pour, qui promettent des carrières de joueurs pro justement à des personnes qui ont beaucoup de rêves de ce côté-là. Je trouve que justement ça ne sert pas l'écosystème et au contraire ça peut avoir un effet, néfaste plus qu'autre chose. Enfin Duke, selon toi, est-ce qu'on peut apprendre à devenir joueur pro? Tout simplement, de l'expérience que tu as pu avoir? On peut te guider un petit peu, certainement, mais il faut avoir des aptitudes claires Voilà. au départ. Non, après, les écoles d'e-sport, Il y a c'est un plusieurs choses, sujet. il y a plusieurs choses, C'est mais oui, comme. vas-y. Bon, tu peux comparer ça aux écoles de commerce, de la même manière qu'il y a plein d'écoles de commerce qui valent rien à l'heure actuelle et on leur Voilà, fait c'est pas ça. un procès pour autant, mais les écoles d'e-sport, c'est. En fait, le problème, c'est qu'elle mêle. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'elle mêle un peu les deux versants de la même pièce, qui sont les boulots classiques de l'e-sport, et vous nous en parliez tout à l'heure assez bien. C'est-à-dire que si tu veux faire cadreur dans l'e-sport, apprends à faire cadreur et ensuite tu iras le faire tu prendras par hasard un verre avec un mec d'OTP ou je sais pas, et tu te retrouveras à faire un essai chez eux, et c'est comme ça que ça marche, quoi. Mais apprends à faire le boulot et ensuite tu le fais. Donc il y a les boulots classiques en e-sport et il y a les boulots de caméra, de performance, qui eux, en fait, n'ont pas, il y a pas de tutoriel pour le faire. Alors peut-être que certaines écoles d'e-sport après te pistonneront, j'en sais rien, mais a priori, vu les gens qui ont monté des écoles d'e-sport, j'ai pas l'impression que ce soit ceux qui ont le plus gros carnet d'adresses de la scène, C'est un peu le problème. ni forcément la plus grosse XP. Et la seule chose qu'il faut faire pour moi quand tu veux percer sur le côté public, c'est te rendre visible, soit par tes performances individuelles. Et dans ce cas-là, tu vas être guidé, mais c'est pas des coachs, même soit payants ou pas d'ailleurs, ou plein d'informations en ligne, t'en trouveras. Et les joueurs bons, ils y arrivent. Et si c'est pas de la performance, si c'est du coaching, même du commentateur ou du content, et bah, tu crées du contenu. Moi, c'est comme ça. En vrai, c'est comme ça que je suis monté, hein. Voilà, J'ai merci. écrit des articles, j'ai fait des vidéos, et c'est comme ça que la plupart des mecs qui montent au départ, bah, ils créent leur petit truc, et puis à un moment, il y a forcément un mec qui va tomber dessus qui fait bon, bah, c'est pas nul, je le retweet, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça marche. Mais les écoles d'e-sport, non, j'y crois pas pour l'instant. Ça n'empêchera pas qu'il y en a forcément qui vont marcher, qu'il y a des mecs bons qui vont forcément en sortir, parce que des mecs nuls, il y en a partout, et des mecs bons, il y en a partout, et que s'ils sont dans une école e-sport et qu'ils sont encore du coup d'autant plus dédiés à l'e-sport, qui fait qu'ils ont ce luxe, en fait, parce que j'imagine que s'ils sont en école d'e-sport, c'est que peut-être ils ont un environnement familial qui leur permet de se payer le luxe d'avoir une formation payante aussi spécifique et sans aucun débouché quasiment. C'est Ils ça vont le se problème, retrouver c'est les débouchés, à hein. pardon. C'est ça le problème selon moi en fait, c'est les débouchés. C'est quand tu sors d'une Ouais, mais dans ce formation e-sport, bah, tu es appris un corps de métier qui est très, 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 très spécifique en fait et si jamais tu ne trouves pas un boulot dans l'e-sport, bah, tu es désolé du terme, mais tu es baisé parce que tu es spécialisé dans un truc qui est vraiment très, très précis mais à et la pas ton limite, métier en soi. bah, à la limite, c'est les écoles payantes, donc c'est-à-dire que les gens ont volontairement payé ça pour avoir pas de boulot. En France, on paie déjà des millions de gens chaque année à faire des études en université où il n'y a pas de boulot derrière, donc je pense qu'on n'en est pas à ça près, quoi. Mais moi, ce qui me gêne plus, c'est de survaloriser, enfin, du coup, les débats qu'il y a autour de ça pour tenter de survaloriser quelque chose qui n'a pas encore d'intérêt prouvé, alors qu'effectivement, à l'heure actuelle, pour monter dans l'e-sport, il y a plein de il y a plein d'autres moyens pour l'instant plus classiques, même si la chance en fait partie de monter. Oui, oui et les Moi, je, formations de plus en plus. Vas-y Drijo. alors, j'ai une position là aujourd'hui, enfin, déjà cet avis avant, mais maintenant que je suis recruteur, pour moi, il n'y a aucune valeur ajoutée, quel que soit le métier que tu cherches dans l'e-sport, à s'inscrire et à payer particulièrement plus cher dans une école taguée e-sport. C'est-à-dire aucune valeur ajoutée. C'est tu vois, tout à l'heure, on parlait de ouais, je veux bosser dans l'e-sport. Tous ces gens d'ailleurs qui ont des mantras, donne tout, crois en tes rêves, tu y arriveras, bullshit. Il y a plein de gens qui se cassent les dents tout le temps. Donc, même moi aujourd'hui, je fais pas toute la journée strictement que ce que j'adore dans mon boulot. Globalement, j'adore mon taf, j'adore mon milieu, j'adore les gens avec qui je taffe. Et il y a une part de rêve réalité quand même. Donc, première chose, pour moi, en tant que recruteur, et je sais que, parce que je discute assez avec mes collègues qui recrutent dans ce milieu-là, tout le monde s'en fout. Voilà, qui est un tampon e-sport sur votre école, tout le monde s'en fout. C'est quel est votre niveau d'études, est-ce que vous correspondez au poste, voilà, on va faire le rendez-vous, est-ce que vous êtes sympathique, entreprenant, autonome, voilà, tout ça c'est important.
Et ensuite, je séparerais, pour moi, il y a quand même deux types d'écoles différentes. Tu as effectivement tout ce qui est école e-sport, toutes les écoles qu'on a vues, je sais pas si vous devez vous souvenir de ça, où on t'apprenait avec du coaching mental, où on t'apprenait à devenir joueur. Fuyez, arnaque totale. Ça, vous inscrivez pas. C'est-à-dire, on est au-delà de la non-valeur ajoutée, on est dans le scam total. Il y en a de moins en Euh, moins, ceci dit, hein, Il y en je a de pense. moins en moins. Il en reste quand même quelques-unes, mais il y en a de moins en moins. Après, bon, il y a les écoles euh, qui existent sur d'autres cursus. Je ne vais pas citer de nom parce qu'il faudrait toutes les citer, mais qui sont ces écoles de commerce, ces écoles de jeux vidéo, ou voilà, et où tu as un tronc commun et une spécialité e-sport. Ça fera pas de bien, mais ça vous fera pas de mal, quoi. C'est-à-dire si la formation, enfin, vous aurez strictement bon, voilà, c'est une école de commerce comme une autre, quoi. Mais voilà, moi, je crois pas du tout que ce tampon e-sport vous donnera plus de chances d'y bosser, et voilà, et tous les gens avec qui je peux discuter, je sais pas, de Webedia à Vita, à Gozu, à Solari, à machin, ça vous donnera, franchement, ou au TP, ça vous donnera une valeur ajoutée de nulle part, hein. Donc, voilà, Mm. ça reste mon avis. Il y a une utilité dans les masterclass ou ce genre de choses, je pense, hein, et pour le coup, bah, Nicolas, je sais que tu en fais pas mal. Tu as été beaucoup intervenant dans des facs généralistes pour parler d'e-sport, mais aussi dans des formations spécialisées e-sport. Quel est ton retour d'expérience là-dessus? Ouais, je partage beaucoup des points qui ont été émis à la fois par Duke et par Drijo. Ce qu'il faut bien rappeler, c'est tout à l'heure vous posiez la question combien est-ce qu'il y a d'emplois de l'e-sport aujourd'hui en France. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a environ 650 salariés hors éditeurs de jeux, Merci. parce qu'on n'a pas, on sait pas ce Faut qui se poser la question. Oui. sur ce qui relève de l'e-sport chez les éditeurs de jeux. Même eux, des fois, le savent pas vraiment. Donc hors éditeurs de jeux, c'est 650 salariés. C'est ridicule. On se le dise, c'est ridicule. Aujourd'hui, vu le nombre de cursus qui se sont ouverts dédiés à l'e-sport sur ces formations dites e-sport, c'est à peu près 350, 400, entre 350 et 450 étudiants qui sortent chaque année. Il y a pas la possibilité, le secteur en France, en tout cas, est incapable d'absorber 350 à 450 étudiants par an. C'est impossible, tout simplement. Donc, soit ces écoles, elles arrivent à avoir un réseau international, et là, si tu t'étends sur l'Europe, sur l'Amérique du Nord et sur l'Asie, là, il y a plein d'autres débouchés, mais c'est pas encore le cas. Je voulais juste revenir aussi là où je rejoins clairement Drijo et Duke, c'est pour moi la formation des joueurs, elle passe par les clubs, elle passe pas par des écoles, à mon sens. Mais peut-être que je me trompe. Mais a Non, je pense que t'as priori, raison. on est à peu près nombreux à penser ça. Ça, à mon avis, ça passe par les clubs et pas par les écoles. Là où je te rejoins, Laure, sur ce format-là, il est quand même assez minoritaire dans les formations qui sont. C'est aujourd'hui, elles sont. Il y en a encore quelques-unes, mais la majorité ont plutôt changé. La problématique, elle est la suivante, c'est que aujourd'hui, au moment où la plupart de ces écoles elles se sont créées, elles n'avaient pas encore identifié les besoins du secteur. Et je pense que même aujourd'hui, pour certaines, c'est pas encore hyper clair quels sont les besoins du secteur. Donc si tu sais pas à quel métier tu formes, c'est compliqué de construire une maquette pédagogique qui soit cohérente. Et ensuite, si tu veux remplir cette maquette pédagogique, si tu veux donner des cours, il te faut des intervenants. Or, dans le secteur, il y a beaucoup de personnes qui sont autodidactes, qui se sont formées elles-mêmes dans le secteur, qui sont prêtes à intervenir sur des formats masterclass que tu évoquais, mais construire un contenu de cours sur 24 heures, sur 30 heures de contenu, ça, c'est un vrai métier, c'est enseigner. Ça nécessite de la pédagogie, de la didactique, c'est un vrai métier. Et j'en ai beaucoup parlé notamment avec Xavier Oswald, qui lui a été sollicité. Au début, il s'est dit pourquoi pas dans certaines écoles, et puis très vite il s'est rendu compte qu'au bout de 2 heures, bon j'ai raconté mon expérience, mais qu'est-ce que j'ai à dire quoi? Puis j'ai pas que ça à foutre, je dois gérer mon boulot derrière, et c'est pas mon métier. Et or, c'est la grande difficulté aujourd'hui dans ces écoles-là, c'est de construire des contenus pédagogiques qui soient cohérents et de trouver des intervenants qui soient compétents pour faire ça. C'est-à-dire que avec tout le respect que j'ai pour Duke ou pour Drijo, mais je pense que faire 4 heures d'intervention pour raconter leur parcours et ce qu'ils ont fait, aucun problème. Mais construire un contenu de cours avec une évaluation qui est permis de transmettre à la fois des savoir-faire, des savoir-être, des compétences et des connaissances, ça leur demanderait beaucoup de temps et je suis pas sûr qu'ils aient le temps de le faire aujourd'hui. Et donc c'est aussi ça l'une des limites aujourd'hui de ces écoles-là, c'est que on manque de compétences, enfin de ressources humaines, de personnes qui ont du temps et les compétences pour
transmettre des apprentissages, des compétences et des connaissances. Et ça, c'est la grande difficulté, quoi. Et donc, on se retrouve avec des étudiants qui se lancent dans ces écoles-là, qui les payent cher, mais encore une fois, je crois qu'une école de commerce dans n'importe quel autre secteur, ça vaut à peu près le même prix que ces écoles e-sport. Oui. C'est à peu près On 8 va dire 000 les termes, balles. environ 5 000 balles l'année. Ok, bon, Voilà. entre 5 et 10 000 selon les écoles, quoi. J'ai l'impression que c'est pas beaucoup plus cher que n'importe quelle autre école de commerce. Moi, je suis pas hyper favorable aux écoles de commerce dans le sport, par exemple. Je trouve que c'est pas du tout utile. Dans l'e-sport, j'y suis pas spécialement plus favorable, mais par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a un besoin aujourd'hui de former les futures ressources humaines. Alors, que ça passe, comme tu l'as évoqué, Laure, par des formations qui sont classiques au marketing et à la communication, et qui ensuite viennent se spécialiser, les étudiants viennent se spécialiser, c'est franchement ça paraît être tout à fait cohérent. Le fait est que quand même il faut bien comprendre que tout le monde aujourd'hui dans l'e-sport ne va pas avoir besoin d'être aussi diplômé. Il y a besoin de gens qui n'ont pas ces diplômes-là, et il faut laisser la place aussi à des gens qui n'ont pas forcément un master, quoi. C'est-à-dire, tout le monde n'a pas forcément la possibilité d'avoir un master, et donc il faut aussi que en fait, on a besoin de cadres, de managers, et on a besoin d'exécutants. Et donc, c'est aussi là où je pense qu'il y a sur des métiers très spécifiques, il y a des possibilités de faire des cursus dédiés à l'e-sport sur des formations qui sont extrêmement spécifiques pour des métiers qui sont très précis. Je pense que c'est pas incohérent. Ensuite, que ces écoles, elles proposent comment dire, des formations, c'est pas étonnant. Pour avoir discuté avec la plupart d'entre elles, aujourd'hui, c'est à peine 10% de leurs étudiants qui finissent dans l'e-sport, tandis que 90% finissent dans le jeu vidéo. C'est ça la réalité. C'est qu'aujourd'hui, 90% finissent dans le jeu vidéo. Seulement 10% dans l'e-sport, avec beaucoup plus de difficultés à intégrer l'e-sport. En plus, sur ces 10% qui finissent dans l'e-sport, c'est beaucoup plus difficile que pour intégrer le secteur du jeu vidéo au sens large. Donc c'est pas évident, mais ça s'améliore. Et encore une fois, le marché aujourd'hui, il est pas prêt à absorber tout ça. Si moi j'ai des étudiants en STAPS demain qui me disent moi je veux devenir coach du PSG en football, ben, ça va être compliqué, quoi. De la même manière que si j'ai un étudiant qui me dit je veux être coach chez Vitality, je vais lui dire bah ça va être compliqué. Je veux dire, il y a possibilité d'être coach, mais peut-être avant, faut passer par différentes étapes, quoi. Donc ce format masterclass, moi je les trouve hyper intéressants, mais c'est du contenu d'intervenants professionnels, mais je trouve que ça nécessite de se marier aussi avec du contenu d'enseignement sur, je sais pas si c'est de la communication, si c'est du marketing, si c'est du business, si c'est du droit, si c'est de la rédaction, si c'est ouais, je sais, c'est pas mon cœur de métier, donc je connais pas bien, mais je pense que ça doit être aussi géré par des personnes, doit y avoir des enseignants qui interviennent, qui sont spécialisés là-dessus. Et après, tout leur intérêt à eux, c'est de faire en sorte que les études de cas, ce soient des études de cas qui soient multiples et qui intègrent l'e-sport. Mais avant tout, créer un business plan pour le luxe, la mode, le sport, l'e-sport. Bon, bah voilà, c'est créer un business plan, quoi. J'étais en train de regarder là si ça existait. En vrai, aujourd'hui, pour bosser dans l'e-sport, je pense que tu as plus de chances de bosser dans l'e-sport en passant un BEP audiovisuel que Ah oui. qu'en faisant un bac plus 3 école de commerce fonction e-sport. Et ce que dit Nico est très juste. Il n'y a pas besoin que dans l'e-sport aujourd'hui que de gens à bac plus 25 en marketing, hein. Il y a des métiers très techniques, très terre à terre sur ce secteur-là, hein. Là, Comme dans la vraie vie d'ailleurs, hein. Ouais, Ouais. clairement. Oui, Mais voilà. on en a besoin de ça. Nous, en STAPS, on a besoin de gens qui sortent après la licence et qui vont intervenir auprès des populations à besoins spécifiques, des jeunes, des mineurs, des seniors et ainsi de suite. Et on a besoin de gens qui ont des masters et qui créent ces programmes-là et qui font intervenir nos licences, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne. Euh, j'ai oublié ce que je voulais dire. Je voulais rebondir sur un truc, mais j'ai oublié. Mais bref. Euh, ouais. Non, pardon, j'ai oublié. Déjà, juste pour revenir sur un truc qui est très important, vous savez, les formations pour devenir joueur pro, ou en tout cas les programmes d'encadrement joueur pro, c'est hyper facile de savoir aujourd'hui dans l'écosystème français, de savoir si c'est un scam ou pas. C'est facile, si c'est payant, c'est un scam. Si c'est pas payant, c'est qu'ils ont un autre modèle économique derrière, c'est qu'ils font de la détection pour repérer les joueurs, etc. À ce moment-là, c'est pas un scam. Et en règle générale, il n'y a pas beaucoup de place. Il va y Oui. avoir ça. C'est le local. Je crois que la Tipeee Academy, c'est comme ça. Je crois que chez à Lyon, la Gaming Campus, c'est comme ça aussi. Gaming Campus, ouais. Gaming Academy, leur centre de formation, c'est Gaming Academy, Ok. Voilà. et c'est effectivement
beaucoup de candidats, mais avec une sélection qui est hyper drastique, mais hyper drastique. Ils choisissent vraiment les 5 candidats après 2 semaines d'entretien, de tests et ainsi de suite. C'est vraiment compliqué et ils leur payent leurs études, effectivement. Voilà. Donc si c'est payant, c'est un scam. Mmh. Ouais, parce que quand tu enfin, on va faire le lien encore avec le sport, mais quand tu penses au sport-études et ce genre de choses, c'est aussi des choses qui sont prises en charge à la base par l'organisme, justement pour faciliter, la vie à l'étudiant, donc voilà. Bottom line, si c'est le prix d'une école de commerce, fuyez. Il nous reste peu de temps, messieurs, mais on a abordé beaucoup, beaucoup de choses intéressantes et le chat prend des notes et ont l'air vraiment, intéressés par tout ce qui se passe. Si, vous deviez donner un conseil, voilà, à toutes ces personnes qui veulent travailler dans l'e-sport et on a fait la part entre le fait d'être joueur pro, avoir des métiers de scène, avoir des métiers qui soient plus dans l'ombre, mais si on devait réunir un petit peu le tout, je pense qu'on va avoir un message, qui est assez similaire, mais voilà, qu'est-ce que vous diriez à toutes ces personnes-là qui aujourd'hui hésitent et sont intéressées par l'e-sport? Parce qu'ils voient que c'est un secteur super cool, on va pas se le cacher, mais qui n'ont peut-être pas une bonne mesure de ce que ça implique de se lancer dans l'écosystème. Joe, je vais te laisser commencer peut-être. Bah, moi, je donnerais un conseil que je donnerais à n'importe qui, que ce soit dans l'e-sport ou pas, en fait, qui est, pour moi, enfin, la meilleure façon de faire la différence dans l'e-sport, c'est d'avoir appris ce que c'est que la notion d'effort et de travail. Et qu'en fait, comme tu le dis, c'est un boulot qui fait kiffer, c'est un truc que les gens font et espèrent faire parce que c'est une continuité de leur hobby, en fait, de quand ils étaient ados. Et que je pense qu'il y en a plein qui y arrivent en plus, un peu par hasard encore, et que savoir bosser, c'est tellement rare en fait que je pense que si tu sais bosser et si tu sais te faire un petit peu mal pour faire quelque chose qui te plaît pas forcément de temps en temps, parce que comme l'a dit Drijo, hein, c'est pas parce qu'on bosse de l'e-sport que c'est amusant tous les jours. Moi, les coachs, il y a plein d'aspects du boulot de coach qui me gonflent, mais faut les faire. Et donc savoir sortir de sa zone de confort, savoir réellement travailler et pas juste passer 5 heures avec un Excel ouvert à côté d'un stream Twitch. Et puis dans un second temps, pour ceux qui veulent bosser dans l'aspect, je dirais, public, c'est-à-dire commentateur, toi ce que tu as fait aussi, Bubu, Ouais. que je connais plus forcément que vous ce que vous faites, Nico et Drijo, c'est créer du contenu et te mettre en avant parce que personne viendra te chercher, quoi. J'ai vu tellement de gens attendre la bouche ouverte que le succès leur tombe dedans sous prétexte qu'ils connaissent un ou deux mecs qui effectivement ont eu la chance de réussir et personne ne sait trop comment, les gens font rien, mais si tu fais pas de contenu, personne viendra te chercher. Donc du coup, apprendre à travailler et faire du contenu. Déjà, est-ce que tu veux enchaîner, Nico, peut-être? Ouais, en fait, il faut pas, quand on voit ce milieu-là et qu'on est de l'extérieur, alors c'est un milieu super sympa que moi j'adore. J'y bossais déjà bénévolement, donc évidemment pouvoir tous les jours bosser là-dedans, c'est vraiment. Je dirais même pas que c'est réaliser un rêve parce que j'ai même pas ce rêve-là, mais c'est cool. Voilà. Maintenant, il faut pas, comme dit Duke, ça reste un métier d'image, ça reste un métier de spectacle, et évidemment. On va très rarement parler des difficultés qu'on a, tu vois. Minilore, pour reprendre Ouais. ta comparaison, elle va très rarement parler en stream bah, que c'est dur, et nous les premiers parce que ça fait pas rêver et ça fait pas vendre. Toute notre industrie, elle est de faire rêver, de faire vendre. Et faut pas croire que c'est qu'un milieu tout beau, tout rose. Il y a aussi beaucoup voilà, d'histoires shady, de gens qui s'aiment pas, de gens qui Oh se oui. font des crasses. C'est pas un milieu de bisounours du tout. Ça, c'est une première chose. Et voilà, si vous voulez bosser dans ce milieu-là, c'est parce que voilà, vous pensez bien l'aimer, etc. Mais croyez pas que ce soit Bisounours du tout. C'est un milieu qui est assez rude, assez dur, où on est très souvent sur un siège éjectable, où il faut se remettre en question quand même assez souvent. Oui. Où moi, ça fait 15 ans que je suis dedans, j'ai toujours un peu ce syndrome de l'imposteur, où tu sais pas si tu es vraiment compétent, ou si ce que tu fais c'est bien. Bon. Donc voilà, il y a quand même, c'est quand même assez particulier comme milieu. Et puis, si vous voulez bosser là-dedans, essayez plutôt que se dire, essayez d'identifier pourquoi vous êtes bon, et puis là où il y a un manque, et puis essayez de vous positionner sur ça pour voilà, essayer d'être utile
J'ai lu cette phrase l'autre jour, essayer d'être utile au lieu d'essayer d'être important, quoi. Essayer Exactement. ouais, de faire quelque chose où vous êtes bon et où vous êtes utile. Ouais, plutôt que de dire, «Je veux faire ça parce que je vois telle et Parce que telle ça, personne qui fait ça et qui a du succès». Parce que ouais, encore une fois, il parce y a que ça beaucoup plus brille. d'histoires. Ouais, voilà, et Ouais, il y a tu vois. pour ça de personnes qui réussissent, tu en as 3000 derrière qui ont échoué, genre Tu vois, pour qui la n'arriveront petite jamais à ça. histoire, tiens, je pas souvent l'occasion d'en parler, donc je vais partager cette expérience personnelle. Moi, ce que j'adorais dans ce milieu-là, alors il y a eu, parce que je suis assez vieux, donc il y a eu toute la Oh oui. partie sportive un peu sur AA et tout. Ce que j'adorais chez Millennium et après chez Eclipsia, c'était beaucoup bosser sur l'édito. Bosser avec les talents, j'adorais écrire des sketchs pour le YouTube de Torque et Marmotte, pour ceux qui s'en rappellent. J'adorais bosser sur des concepts d'émissions avec Dogby, etc. Sauf que voilà, si demain je devais faire que ce que j'aime dans l'e-sport, je ferais que ça. Écrire des sketchs à la con avec Chap, faire des émissions à la con avec Laure, enfin voilà. Sauf qu'en fait, quand j'ai bossé après chez Webedia et tout ça, je me suis rendu compte que là où il y avait un gros problème, c'était sur l'interface entre les sponsors, les OP, les machins, et ce que pouvait vraiment faire le talent, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que là où j'étais le plus utile, là où en fait ma, ma capacité au édito était le plus utile, c'était en amont d'aller voir directement le client, tu vois, que ça peut être Logitech, Acer, peu importe, pour essayer de construire avec lui et avec la personne en bout de chaîne qui peut être un streamer ou quelqu'un d'autre, quelque chose qui est fluide, tu vois, des OP qui sont pas dégueulasses, où à la fin personne n'est content, et le talent et le streamer parce qu'il a fait une émission de merde, et le client parce que c'était pourri, qui s'en rend bien compte et que personne n'a regardé, tu vois. Et, et en fait, donc, quand je dis être utile, moi j'ai fait ce choix de positionnement là. Et effectivement, je pense pas aujourd'hui être le meilleur commercial de la galaxie. Il y a plein de commerciaux chez Webedia qui sont bien meilleurs que moi. Déjà parce que j'ai aucune formation commerciale. Mais par contre, je pense être pas mauvais dans le fait de bien mettre en adéquation une marque et un streamer ou une équipe e-sport, etc. pour construire un truc qui fait du sens et qui à la fin est cool pour tout le monde. Tu vois. Et, euh, et voilà, et quand je parlais d'être utile, c'est ce genre de repositionnement un peu de ton métier au jour le jour. Ouais, Je, et je s'adapter. suis parti très très loin, mais Ouais, j'avais mais envie de le dire. c'était ouais, mais Voilà. c'est important parce que tu as donné 2 visions, hein. D'un côté, tu as une grande boîte qui va fonctionner d'une certaine manière et toi, de cette grande boîte et de cette expérience que tu as eue, tu es allé monter autre chose, j'ai envie de dire, qui partait du même métier, mais qui mettait en œuvre des choses, bah, auxquelles les talents n'avaient pas accès et bah, aujourd'hui, c'est pratique d'avoir d'avoir votre groupe justement quand ça correspond aux besoins de certains talents. Donc c'était très utile, vraiment, et c'est, un bon exemple pour dire: «Ne faites pas juste ce qui se fait, essayez de voir un tout petit peu plus loin que ce qui se fait déjà et c'est là que vous apporterez de la valeur ajoutée». Nico, je vais te laisser le mot de la fin peut-être sur cette discussion. Ouais, je vais essayer d'être rapide. Déjà, la Oh première chose, t'inquiète, je t'en prie. c'est peut-être de dire que toutes les personnes qui réussissent, elles ont échoué avant. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on dit pas assez. C'est que toutes les personnes aujourd'hui qui sont sur le devant de la scène, que l'on voit et qui réussissent, c'est des gens avant, elles ont connu plus de défaites que de victoires. Mais aujourd'hui, ça fonctionne. Et donc, juste tout ça pour dire que enfin, on peut essuyer des échecs et il faut continuer quoi. C'est encore une fois cette question du travail pour rejoindre ce que disait Duke, c'est apprendre à travailler, l'effort et ainsi de suite. C'est des choses, je crois, qui sont assez communes à toutes les personnes aujourd'hui qui réussissent dans ce secteur-là. C'est des gens qui, malgré les échecs, continuent et abdiquent pas et font preuve de beaucoup d'abnégation. Ça, c'était la première chose. Sur les conseils, déjà, je trouve que travailler dans l'e-sport, ça veut rien dire. C'est comme travailler dans le cinéma, travailler dans le sport. En fait, la réalité, c'est quoi? Quand tu veux travailler dans le cinéma, tu veux être quoi? Tu veux être réalisateur, tu veux être cadreur, tu veux être preneur de son, tu veux être acteur, comédien, tu veux être costumier, maquilleur. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et ça, je pense que au-delà de vouloir travailler dans le secteur de l'e-sport, qui est une très jolie chose, mais c'est surtout, il faut se demander, ok, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Est-ce que j'ai envie de faire le boulot de Carnage? Est-ce que j'ai envie de faire le boulot de Lore? Est-ce que j'ai envie de faire le boulot de Duke? Ou est-ce que j'ai envie de faire le boulot de Drijo ou tous les autres boulots qu'il y a? Et ça va grandement déterminer en fait finalement le parcours de formation que vous allez faire et pas que le parcours de formation parce que je crois fondamentalement qu'on apprend aussi énormément de choses en dehors de l'école, de l'université ou quoi que ce soit. C'est que encore une fois, c'est dans toutes vos expériences, même en dehors de l'école, quoi. Autre point qui me semble essentiel, je le répète, 650 salariés dans l'e-sport aujourd'hui, c'est ridicule en France. C'est
aujourd'hui, le marché de l'e-sport, il est, à mon sens, global. Et que il faut pas avoir peur de se faire des expériences à l'extérieur de la France, sur des marchés où en plus il y a plus d'emplois, que ce soit le marché scandinave, le marché allemand, le marché UK en ce moment qui fait plein de choses, bien évidemment le marché nord-américain. Et si en plus, contrairement à moi, vous avez des appétences pour les langues asiatiques, que ce soit le mandarin, le coréen, le japonais Oh ou le oui. vietnamien, il y a plein de choses à aller faire. Mais bien évidemment l'anglais, ça me semble aujourd'hui, enfin il y a plein d'autres gens qui l'ont dit avant moi, mais l'anglais, je pense que ça, c'est une priorité. C'est impossible, de manière générale, de bosser dans ce secteur-là sans être bon en anglais, sans parler forcément d'être bilingue, mais au moins d'être à l'aise en anglais. C'est aussi valable pour tous les autres secteurs, hein. Moi, je le vois dans la recherche aujourd'hui. Si on fait pas de la recherche en anglais, on n'existe pas, donc ça sert à rien, quoi. Donc clairement, s'ouvrir à l'international. Je sais que tout le monde aime OTP, je sais que tout le monde aime la Carmine, je sais que tout le monde aime Solari, et c'est normal, et où tout le monde aime Vitality, mais enfin, il y a plein d'autres choses à aller voir ailleurs, quoi. Et je pense qu'en plus, c'est hyper valorisant ensuite si vous avez envie de continuer vraiment, c'est votre rêve de travailler dans ces structures-là. Je pense que c'est hyper valorisant si vous revenez avec un bagage de 1 an ou 2 dans des structures internationales ou dans d'autres choses, quoi. Quand je dis aller à l'étranger, c'est pas juste voyager et faire du backpacking, hein, c'est ce qui est cool aussi, mais c'est aussi aller bosser vraiment à l'étranger. Donc voilà, c'est les conseils que je donnerais, ouais, de pas avoir peur d'affronter l'échec et il y a, enfin, moi je le découvre aussi, hein, c'est que moi je travaille pas vraiment dans l'e-sport, c'est aussi là où moi je suis moins concerné, mais de plus en plus on me sollicite sur des projets, notamment au niveau des fédérations sportives, des clubs sportifs ou des institutions. Le nombre de fois où je passe des heures et des heures à bosser sur des projets, et puis à la fin on me dit bah non on le fait pas. Bah, ça fout un coup au moral. Je pense que Drijo, c'est un truc que Oh tu oui. connais hyper bien, toi aussi, Laure. Moi, je Tous les découvre jours. ça. Voilà, Tous voilà. les jours, Moi, pareil. je le Tous les découvre. jours. Mais les premières fois, ça me mettait dans le mal le plus profond. J'étais là, mais attends, j'ai passé, je sais pas combien de dizaines d'heures sur ce projet pour qu'à la fin, il y ait juste quelqu'un qui me dise, ah non, finalement, on va pas le faire. Et là, tu fais, mais justifie-le-moi. Ah bah non, juste on va pas le faire. Et, euh, et donc ça, c'est des projets avortés, c'est des choses qui n'ont pas fonctionné. Bah voilà, faut apprendre à faire fi de ça et puis à continuer à dire bon ok, bah je continue, j'avance sur quelque chose d'autre. Se fixer des objectifs à long terme, moyen terme et court terme. Je pense que c'est aussi important de se fixer des étapes pour bien savoir où est-ce qu'on en est. Ok, euh, tant que je suis pas arrivé à ça, si je m'engage dans une structure, ça paraît con, mais si je m'engage dans une structure, je m'engage sur un certain nombre de temps tant que je suis pas arrivé à faire ça, ou peut-être pas que je suis pas arrivé à faire ça, mais je vais au bout, je finalise les choses en fait. Ça me paraît aussi être hyper important. C'est c'est cette idée de pas tout balancer, quoi. Je suis coach ou je suis manager dans une structure associative. Tout de suite, il y a un premier problème, on performe pas à l'étape de l'open tour. Ah bah c'est que ça va pas, on change tout le line-up et puis moi je me barre, c'est tous des cons et je vais changer. Non, à développer les projets, donnez-vous du temps, fixez-vous des objectifs. Voilà, c'est plein de petits conseils. Je sais pas si ça Mm. servira beaucoup, mais en tout cas, ça sera pas inutile. Voilà. Je peux te dire que c'est des choses que j'ai appliquées depuis que j'ai commencé à travailler dans cet écosystème et je pense que c'est des choses qui m'ont énormément aidée. Ça et le fait que se prendre un non, c'est pas la fin du monde et Ouais, qu'il faut oser. Vraiment. Genre c'est c'est vrai. puis c'est très formateur, vraiment. Je pourrais rien rajouter qui aiderait, qui aiderait plus que ce que vous avez déjà dit tant c'est complet. La bise aux viewers de Tréton d'ailleurs qui nous rejoignent pour la fin de ce stream. Merci Tréton pour le raid. J'espère que ça a été utile aux personnes qui ont regardé aujourd'hui, mais j'imagine que oui, parce que c'est des informations qu'on n'a pas l'occasion d'entendre tous les jours. Et encore une fois, bah, merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience et votre savoir sur cet écosystème. Il est déjà 20h15. 20h, ouais, 20h12. On a beaucoup dépassé pour ce stream, mais je pense qu'on va pouvoir se laisser là.